Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire Créer son entreprise en franchise, piloté par la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne et ses partenaires Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes et Fiducial. Il est 14 heures. Je vous propose qu'on attende encore un petit peu. Vous êtes une trentaine sur le chat et derrière votre écran. Je vous propose d'attendre encore 2 ou 3 minutes pour que les gens nous rejoignent et je vous présenterai comment va s'organiser ce webinaire sur ce thème, créer son entreprise en franchise. Pour information, vos caméras et vos micros sont coupés. Donc je serai votre interlocuteur auprès de nos intervenants. Donc n'hésitez pas à utiliser la fonction chat que vous avez sur votre écran. Je proposerai à nos intervenants des questions au fur et à mesure de leur intervention. Donc n'hésitez pas à poser les questions au fil de l'eau pour éviter que toutes les questions soient posées en fin de réunion. Sachez aussi que ce webinaire sera disponible en replay sous 48 heures sur la chaîne YouTube de la CCI Lyon Métropole. Voilà, les gens continuent à arriver. Donc, bienvenue à toutes et à tous sur ce webinaire Créer son entreprise en franchise. Je suis Marc David de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne et j'ai en charge la thématique de la franchise et du commerce organisé. Nous avons voulu ces réunions créer son entreprise en franchise car nous avons constaté, et vous verrez les chiffres qui vous seront présentés tout à l'heure, l'essor considérable du modèle économique de la franchise, aussi bien côté des entreprises qui souhaitent se développer, mais surtout du côté des porteurs de projets qui trouvent dans ce modèle économique un certain nombre de vertus. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous montrer à la fois les atouts, mais aussi les exigences de la franchise. Comme on a l'habitude de dire, ce n'est ni la sécurité sociale, ni l'assurance tout risque. Et nos experts et témoins, eh bien, vous feront une présentation de tous ces aspects-là. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Olga Romulus, qui est expert franchise chez Fiducial. Bonjour Olga. Bonjour. André Billard de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, également expert franchise auprès de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour André. Bonjour à toutes et à tous. Et enfin, nous aurons le témoignage d'un franchisé, Thomas Borrego, qui est franchisé d'une enseigne régionale, jeune enseigne, qui s'appelle Pizza Così, je pense que nombreux connaissent, et qui nous retracera son aventure de jeune franchisé au sein de l'enseigne. Bonjour Thomas. Bonjour, bonjour. Voilà. Donc, pour rappeler un petit peu les règles que j'évoquais en début de webinaire, donc ce webinaire va durer environ 1 heure. Ce que je vous propose, comme vos caméras et vos micros sont coupés, c'est que vous puissiez nous poser des questions via le chat et nous y répondrons soit moi-même si ce sont des questions techniques, soit je ferai des petites pauses de questions auprès de nos différents intervenants. Voilà, et j'évoquais le fait aussi que ce webinaire sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI sous 48 heures. Voilà, si c'est OK pour tout le monde, si c'est OK pour nos intervenants, Olga, je te laisse la parole et merci pour votre attention. Merci Marc. Je vais me présenter très brièvement en quelques mots. Donc, comme Marc vous l'a dit, donc je suis expert comptable au sein du groupe Fiducial. Je suis spécialisée en franchise et au travers du réseau Fiducial, nous avons le plaisir d'accompagner tous les ans environ 500 créateurs, entrepreneurs en franchise.
Donc, c'est un sujet que je pense que je connais bien et j'essaye, par le biais de ces webinaires, de vous faire partager mon expérience et de vous donner quelques bons conseils pour votre projet. Donc, on va démarrer sur ma partie, en fait, par une présentation un peu générique de qu'est-ce que la franchise, pour bien comprendre en quoi ce mode d'entrepreneuriat, de commerce est particulier, quels sont ses points forts et que vous puissiez du coup vous en inspirer dans le cadre de votre projet. Donc, la franchise, je vais donc faire une présentation de la franchise et après une présentation de votre parcours d'entrepreneur justement au sein de cette organisation. Donc la franchise, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que la franchise, c'est une alliance en fait aboutie et que quand on parle de franchise, on parle avant tout d'une chose, c'est la réitération d'une réussite. Donc les deux mots sont importants. Quand on parle de franchise, il faut qu'il y ait une réussite. Ça, c'est normalement la réussite du franchiseur, qu'il a fait au travers notamment de ses unités pilotes, c'est-à-dire qu'il a été capable de développer quelque chose qui fonctionne avec des recettes, avec un savoir-faire, avec une enseigne, enfin tout un tas de choses en fait qui lui sont spécifiques. Et il est aussi en capacité, ce franchiseur, de vous donner les moyens de réitérer ce succès en vous transmettant son savoir-faire par le biais d'une formation, d'une explication, d'un accompagnement. Donc, c'est vraiment ce qui est fondamental à comprendre, c'est que la franchise, c'est avant toute chose la réitération d'une réussite. Et les deux mots sont très importants pour la suite. Donc, comment ça se passe? Eh bien, le franchiseur, je vous l'ai dit, il a réussi. Donc, il connaît et il a tout un tas de choses en fait dans son escarcelle qu'il va mettre à votre disposition. Avant toute chose, il va mettre à votre disposition l'enseigne, la marque, le signe de ralliement de la clientèle, puisque ça va souvent être son identité, en fait, c'est la promesse, en fait, qu'il donne au consommateur final. Il va aussi, derrière cette enseigne, mettre tout un ensemble de choses, ce qu'on appelle le concept, c'est-à-dire une ambiance, un code couleur, une mise en avant de certaines valeurs, de certains produits. Il va également déployer un savoir-faire, parce que tout ce qu'il va mettre en place, ce n'est pas quelque chose qui est évident à appréhender tout de suite. Il faut apprendre, il va falloir peut-être apprendre les recettes de cuisine, les dosages, quels ingrédients il faut mettre dans les produits que vous allez vendre. Et à côté, il va continuer à vous assister. Et c'est aussi une des grandes forces de la franchise, c'est que vous êtes un entrepreneur indépendant, mais vous n'êtes pas isolé. Vous restez accompagné par votre franchiseur. Et donc, en contrepartie de tout cet ensemble de services, vous, en tant que franchisé, vous lui devez le paiement de deux choses essentiellement. Un droit d'entrée, ça c'est pour rentrer dans le réseau, pour la formation initiale, enfin tout ce qui va être au démarrage nécessaire pour appréhender le concept. Et ensuite, pendant toute votre vie de franchisé, des royalties ou des redevances, c'est-à-dire un pourcentage très souvent de votre chiffre d'affaires en contrepartie de tout ce qu'il vous apporte en termes d'innovation, d'expérience, d'assistance et d'animation. Alors, ceci étant posé, comment est-ce que ça se décline concrètement? Parce qu'on utilise le mot franchise alors qu'en fait, il y a derrière des fois des réalités juridiques un peu différentes. Sachant que dans mon propos à venir, je vais vous parler de franchise, mais derrière franchise, en fait, c'est, on va dire, le commerce organisé au sens large. Le commerce organisé, il peut juridiquement avoir essentiellement trois formes. Il y en a d'autres, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui va être la commission affiliation, par exemple, ou ce genre de choses. Première forme de commerce organisé, c'est la licence. En clair, vous partagez pas grand-chose à part une enseigne, à part un nom. Donc, c'est déjà bien, il y a un signe de ralliement de la clientèle qui est partagé, mais vous n'avez pas de savoir-faire, vous ne bénéficiez pas forcément d'une assistance en tant que franchisé et vous n'avez pas forcément non plus l'exclusivité d'un territoire ou d'un produit. La concession, elle va être un petit peu plus que justement la mise à disposition de l'enseigne parce que très souvent, vous aurez en plus une exclusivité de territoire et souvent de produits. La concession est très connue, par exemple, pour la concession automobile. Quand on veut acheter une voiture d'une certaine marque, on va aller chez le concessionnaire de cette marque parce qu'il n'y a que lui qui vend la marque de ce véhicule. Et puis enfin, on a la franchise, qui est, que je vous disais, la forme la plus aboutie, où là, on va non seulement retrouver la notion d'enseigne, enfin de partage de marque, on va trouver également la notion de savoir-faire, on va trouver la notion d'assistance d'animation et enfin, on trouvera également très souvent la notion d'exclusivité territoriale et ou de produit. Aujourd'hui, il y a presque 2000 réseaux de franchise, 2000 enseignes en France. J'ai pas pu mettre les 2000 enseignes sur une seule slide, donc je vous ai mis une petite sélection. L'idée, c'est, je pense que vous en connaissez un certain nombre en tant que consommateur. Il y en a peut-être que vous ne connaissez pas parce que c'est des concepts, on va dire, plus en B2B, business to business, donc qui sont moins connus du grand public. Mais en tout cas, ce qui est à retenir, c'est que vous voyez que la franchise,
elle arrive, elle est présente dans tous les secteurs d'activité économique, que ça soit du B2B, comme je vous disais, ou du B2C, c'est-à-dire vers le consommateur final, que ça soit du service, que ça soit du produit, que ça soit de l'automobile, que ça soit de l'épicerie, de l'hôtellerie, bref, quel que soit le secteur d'activité, la franchise aujourd'hui a trouvé sa place et c'est ça qui aujourd'hui qui représente la force et la puissance de ce mode de développement. C'est que je dirais que grosso modo, quel que soit le métier ou le secteur où vous voulez travailler, la franchise peut être un bon moyen de réaliser votre entreprise. Alors, on va rentrer dans quelques chiffres pour aussi poser les choses. La franchise, c'est quoi? Je vous disais, c'est 2000 réseaux de franchise. Aujourd'hui, on a dépassé d'ailleurs la barre des 2000, on est à 2049. C'est 78 000 points de vente et c'est plus de 67 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est aujourd'hui vraiment une énorme puissance économique en fait dans le pays et on va le voir après cette année 2020 qui a été énormément perturbée. Là, pour l'instant, on n'a que les chiffres de 2019, mais les chiffres de 2020 risquent d'être assez bons, on va dire, même très bons compte tenu du contexte, parce que la franchise a justement cette force de résistance, de résilience, hein, c'est le mot à la mode, pour rebondir et pour tenir face à la tempête. Donc, voilà les grands chiffres de la franchise. Je vous disais deux forces en présence quand on est en franchise, le franchiseur, le franchisé. Le franchiseur qui donc, je vous le rappelle, est censé avoir réussi, et c'est très important qu'il puisse vous démontrer sa réussite, va vous proposer un ensemble d'éléments dont j'ai listé ici les points essentiels. La marque, je vous l'ai dit, c'est-à-dire il doit être propriétaire de sa marque et cette marque doit avoir une certaine puissance de ralliement de la clientèle. Il doit porter en lui un savoir-faire qui est expérimenté, c'est-à-dire qu'il l'aura déjà éprouvé au travers de ses unités pilotes, et ce, pendant un certain temps. On ne se décrète pas franchiseur du jour au lendemain. Il faut capitaliser quand même sur une certaine expérience. À côté de ça, il y aura, excusez-moi, j'avais oublié d'éteindre ce téléphone. À côté de ça, il va aussi mettre à votre disposition une formation pour justement que vous puissiez acquérir ce savoir-faire, ainsi qu'une assistance dans tout ce qui va être l'adaptation en fait de votre comportement, de votre développement par rapport à votre projet. Et enfin, il devra également avoir un rôle un peu de policier, c'est-à-dire s'assurer que tout le monde respecte bien le concept, parce qu'il en va de votre crédibilité. Quand un franchisé va mal ou crée des problèmes, ça peut être tout le réseau qui en pâtit. Et donc, il va avoir ce rôle aussi de censeur et d'être le responsable de la stratégie, du développement et de la garantie de qualité au niveau de l'ensemble du réseau. En face, il y a vous, franchisé. Franchisé, je vous l'ai dit et je vous le redirai plusieurs fois, vous restez et vous demeurez un entrepreneur indépendant. C'est vous qui allez investir. C'est vous qui prenez les risques financiers, mais par contre, vous allez bénéficier de tout ce savoir-faire en amont. Donc, très souvent, moi je le constate parce que même si je me suis spécialisée en franchise, je continue à accompagner des créateurs qui ne sont pas en franchise. Bien, une création d'entreprise en franchise, très souvent, on va plus vite et de manière plus sécurisée. Pourquoi? Parce qu'on bénéficie, on capitalise sur l'expérience d'un autre qui est le franchiseur au démarrage. Donc, vous allez bien être indépendant, bénéficier de ce savoir-faire, demeurer donc du coup l'ambassadeur de l'enseigne. Il ne faut pas oublier que vous portez le même maillot que vos camarades, donc il y a un respect aussi, il y a un travail d'équipe, une représentation d'équipe qui doit être faite. Vous devez respecter le concept puisque le franchiseur va vous le transmettre, vous vous engagez à le respecter. Alors après, on peut être force de proposition à l'intérieur du réseau, sentir des choses, proposer des évolutions, mais il faut que ça soit fait voilà, d'un seul bloc parce que pour le franchiseur, c'est toute son enseigne, je dirais toute l'armée en fait qu'il a derrière lui qui doit avancer au même pas. Et donc, même si vous restez indépendant, ça va être aussi aimer travailler en équipe et être animé par l'esprit réseau pour réussir en franchise. On va parler chiffres, mais argent cette fois, c'est-à-dire quels sont les coûts souvent liés à la franchise. Je vous ai dit, vous bénéficiez d'un savoir-faire et vous allez rémunérer votre franchiseur pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc, je vous ai dit deux choses principalement. Le droit d'entrée, les royalties. Le droit d'entrée, c'est le ticket de départ que vous allez mettre dans l'affaire, c'est-à-dire que vous allez, en plus des investissements liés au concept, au droit au bail, etc., vous allez verser à votre franchiseur une somme qui va vous permettre de bénéficier donc de son contrat de franchise par le biais de l'utilisation de son enseigne et également de bénéficier de la formation initiale, c'est-à-dire d'apprendre le métier et de bénéficier parfois de tout un ensemble d'autres services, un accompagnement à l'ouverture, la présence de commerciaux expérimentés, un coaching voilà, plus personnalisé. Ça va dépendre un peu des réseaux. Sachez que le droit d'entrée, la moyenne se situe aux environs de 20 000 euros, mais la fourchette est large, elle va de 0 à 100 000 euros.
Pourquoi une telle fourchette? Parce que vous l'avez compris, il peut y avoir des choses différentes en fait au niveau du package, on va dire, du droit d'entrée. Certains mettent la formation, d'autres la mettent à part. Enfin voilà, ça peut être présenté différemment. Et puis il y a des fois, il y en a qui ne font pas payer de droit d'entrée parce que dans leur modèle économique, en fait, ils vont avoir la main un peu plus lourde entre guillemets sur ce que je vais appeler royalties ou marge arrière, c'est-à-dire que dans leur modèle, notamment si c'est des franchises de distribution, par exemple une distribution de produits alimentaires, vous n'aurez pas forcément un droit d'entrée pour prendre l'enseigne, mais par contre, vous aurez une obligation d'achat vis-à-vis de la centrale d'achat et donc une rémunération du franchiseur par ce biais. Bon. Dans le principe, vous avez normalement un droit d'entrée qui vous permet d'accéder à ça. Et une fois que vous êtes rentré dans le réseau, vous avez donc des redevances, ou autrement dit royalties, qui sont de deux natures. Les redevances d'exploitation, qui sont donc très souvent un pourcentage du chiffre d'affaires et qui sont une rémunération du franchiseur pour tout ce dont il vous fait bénéficier pendant le contrat. Ça peut être l'animation, le passage en du coup de personnes qui viennent vous coacher, vérifier que tout va bien, partager vos soucis. Ça peut être les innovations produits. Voilà, c'est tout cet ensemble de services qui met à votre disposition. Et puis, les redevances publicitaires, qui, elles, fonctionnent un peu différemment. Les redevances publicitaires, c'est en fait un pot commun dans lequel tous les franchisés mettent de l'argent. Et avec cet argent, en fait, le franchiseur il peut compléter ou pas d'ailleurs cette somme, mais il va faire des actions publicitaires, des actions de notoriété sur la marque, notamment au niveau national, de manière plus importante. Donc voilà, donc toutes les deux, c'est des redevances, mais qui sont complètement différentes dans leur utilisation. Une qui est vraiment là pour le service d'animation, je dirais, du franchiseur, de la franchise, et une autre qui est là pour défendre et promouvoir la notoriété de l'enseigne. Donc en synthèse de cette première partie, de cette présentation générale du monde de la franchise, voilà, la franchise, retenez que c'est 3 ingrédients, une enseigne, la marque, un concept, un mix, un concept savoir-faire, quelque chose de différenciant, une assistance qui vous édue pendant toute la durée de votre contrat, et c'est ces 3 ingrédients qui vont permettre, par un subtil équilibre, d'aller vers un réseau solide qui se développe, dans lequel, normalement, vous devez bien vous sentir et avoir envie de travailler en équipe. Cette partie étant donc posée sur le monde de la franchise, on va venir sur vous, sur votre projet, et essayer de comprendre aujourd'hui comment vous pouvez avancer dans cette réflexion. Donc, je vous le présente de manière un petit peu, on va dire, scolaire, c'est-à-dire que je vais passer par étapes. L'idée, c'est de dire, voilà, en fonction de l'avancement de votre projet, vous êtes peut-être à l'étape 1, peut-être d'autres sont déjà à l'étape 5, peut-être vous êtes entre 2 étapes, mais voilà, l'idée, c'est qu'en principe, vous devriez passer par ces différents stades, je dirais, pour conclure vers votre projet de création d'entreprise en franchise. Première étape, et ce n'est pas la moindre, il ne faut pas la négliger, ça va être de faire son autodiagnostic. Vous allez demain changer de vie. C'est la décision que vous êtes en train de prendre si vous êtes en train de m'écouter. C'est-à-dire que vous êtes en train de réfléchir à peut-être quitter le salariat pour aller vers l'entrepreneuriat, à peut-être changer de région, à peut-être changer de métier, et à embarquer du coup avec vous tout ce que vous avez construit jusqu'à présent, votre famille, etc., vers ce nouveau projet. Ce n'est pas une décision simple, ce n'est pas une décision facile, c'est une décision en tout cas audacieuse et courageuse. Et pour ça, bravo, parce qu'il faut avoir ce cran de sauter un peu dans le vide, mais vous avez l'idée de le faire avec un joli parachute, puisque vous réfléchissez à la franchise, et c'est effectivement ça l'idée. La franchise va vous permettre de, je dirais, vous sécuriser un peu dans ce grand saut. Mais il faut au départ être bien sûr de vous et que vous ayez bien fait le bilan déjà de ce que vous aimez faire et de ce que vous n'aimez pas faire, c'est-à-dire faire le bilan de vos aptitudes personnelles, professionnelles par rapport à ce que vous avez vécu. Il y a une enquête très sérieuse qui est faite par la Banque Populaire qui donne le profil type du futur franchisé. Le franchisé, c'est plutôt un homme, plutôt 45 ans et plus, et plutôt donc seconde vie professionnelle. Donc, on est vraiment souvent dans des profils où vous avez acquis une expérience et vous avez envie de passer à autre chose. Alors Thomas est peut-être pas tout à fait dans le profil, mais il nous fera part de son expérience plus tard, donc c'est pas un absolu. Mais en tout cas, voilà, c'est important de bien poser les bases de votre décision, du coup de faire le point aussi des secteurs d'activité qui vous intéressent, sachant qu'en franchise, la grande chance que vous pouvez avoir, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir une expérience dans ce secteur d'activité. Très souvent, les franchiseurs, ils préfèrent avoir quelqu'un de neuf, en fait, qui va du coup apprendre leur méthode et faire le métier à leur méthode, plutôt que d'avoir quelqu'un qui a déjà fait le métier. Voilà, j'ai déjà été boulanger
et je vais leur apprendre tous les matins, je vais leur expliquer comment on fait le pain, les brioches et comment je mettais plus de sel, etc. Très souvent, le franchiseur, il préfère avoir un esprit neuf. Et donc, du coup, si un secteur vous intéresse particulièrement, ce n'est pas un frein, même si vous n'avez pas d'expérience, pour le faire en franchise. Deuxième étape au niveau de une fois ce bilan, je dirais, personnel bâti, c'est de choisir votre partenaire. C'est-à-dire, je vous ai dit, l'esprit d'équipe, de porter le même maillot est ultra important en franchise. Donc, il faut que vous preniez le temps de vous renseigner. Alors, au temps béni où on pouvait avoir des salons comme Forum Franchise ou Franchise Expo, c'était facile d'aller à la rencontre des franchiseurs et de se faire une idée de ce qu'il y avait sur le marché. Aujourd'hui, on peut le faire d'une autre manière, de manière dématérialisée, parce que tous les réseaux communiquent beaucoup sur leur site. Donc voilà, faites attention à quelques points quand vous allez vous renseigner. Quelle est la taille du réseau? Quelle est son ancienneté? Combien il a d'unités? Combien est-ce qu'il en a fermé? Combien est-ce qu'il en a ouvert? C'est important, voilà, de voir un peu le niveau d'expérience que vous avez en face de vous, ce qu'il va vous donner, je dirais, en termes d'assistance, la formation, combien de temps elle dure, pour vraiment comprendre le sérieux en fait de ce franchiseur. Pour cela, je vous ai dit, vous allez avoir tous les renseignements, notamment sur les sites, et vous aurez également dans le cadre, alors c'est un petit peu plus tard en fait dans le cadre de votre échange avec le franchiseur, vous aurez certainement la remise d'un DIP, document d'information précontractuelle, sur lequel je reviendrai, qui vous apportera aussi un certain nombre d'informations complémentaires. Donc voilà, prenez bien le temps d'aller réfléchir, de vous renseigner afin de choisir le bon partenaire pour aller plus loin dans le cadre de votre projet. Troisième étape, justement, ça va être ce fameux DIP. Je l'ai mis en troisième étape parce que ce n'est pas quelque chose, le DIP, que vous allez trouver sur les sites Internet. C'est quelque chose, quand le franchiseur vous le remet, c'est que déjà, il s'engage vis-à-vis de vous puisqu'il va vous donner en fait un certain nombre d'informations ultra personnelles, comme ses comptes, par exemple. Il va vous donner sa carte d'identité sur son expérience, sur ce qu'ont fait ses dirigeants. Donc, à ce niveau-là, il se dévoile beaucoup. Donc, ce document d'information précontractuelle, il est souvent très épais. Il va souvent faire une centaine de pages avec beaucoup d'informations juridiques, financières. Je vous conseille à ce stade-là de vous faire accompagner par un avocat ou un expert comptable pour vous aider à bien décrypter en fait toutes les informations. Ce DIP, il va vous être remis et vous avez une durée minimum, je dis bien minimum, de 21 jours pendant lequel vous ne vous engagez pas, vous ne devez pas vous engager, vous ne pouvez pas vous engager avec le franchiseur, ni à lui verser une somme, ni à signer un contrat, ni quoi que ce soit. C'est 21 jours bénis justement pour que vous puissiez réfléchir, vous faire accompagner et poser toutes les questions que vous voulez. Il n'y a aucun tabou à ce niveau-là. Vous allez vous engager sur une durée qui est en moyenne pour les relations de franchise de 14 ans, puisque souvent c'est 2 fois et demi le renouvellement d'un contrat qui est en moyenne de 5 ans. 14 ans, c'est plus long que la durée moyenne d'un mariage en France. Donc, c'est quelque chose de sérieux. Vous vous engagez. Donc, prenez le temps des fiançailles et prenez le temps de cette lecture et de poser toutes les questions nécessaires à votre franchiseur à ce moment-là. Quatrième étape, il va falloir, une fois que vous avez trouvé le bon partenaire, vous savez ce que vous voulez faire, vous savez peut-être où vous voulez le faire, mais en tout cas, il va falloir un peu zoomer pour bien comprendre, notamment si vous recherchez un local, dans quelle zone il va falloir que vous vous installiez. Donc là, il est important à ce stade-là de réaliser, à mon sens, une étude de marché. Je dis bien une étude, pas un état local de marché. L'état local du marché, il vous sera remis par le franchiseur dans le cadre de son DIP. Et cet état local, il sert à une chose, il sert à vous démontrer que pour ce concept, dans la zone qui vous sera dédiée, a priori, le concept devrait fonctionner parce que j'ai la zone de chalandise, j'ai les flux, etc., qui sont cohérents avec le modèle. Mais après, c'est à vous de vous déterminer à quel endroit dans cette zone vous souhaitez vous installer, quel va être le potentiel, la cible que vous vous donnez, quel est l'état de la concurrence, quels objectifs vous vous donnez pour conquérir cette part de marché. Ça vous appartient. Donc là aussi, c'est un petit investissement, l'étude de marché, un investissement en temps, un investissement aussi financier. Ça peut être fait donc par vos propres moyens, ça peut être fait par un cabinet spécialisé. La CCI peut également vous aider parce qu'elle dispose notamment de beaucoup de bases de données qui sont très intéressantes à étudier dans le cadre d'une étude de marché. Mais voilà, pour moi, c'est un investissement donc, qui est, on va dire, entre 500 et 3 000 euros. Mais pour moi, c'est un investissement indispensable
avant d'aller plus loin et d'investir bien plus dans le cadre de votre projet. Cinquième point, justement, une fois qu'on a fait l'étude de marché, bien, ça va être la mise en musique que vous allez faire notamment avec un expert comptable pour savoir comment est-ce que vous allez conquérir justement ce marché et développer votre projet. On va mettre en place le business plan, c'est-à-dire le prévisionnel en fait d'activité. C'est un document alors qui vous sera demandé par le banquier, hein, André ne me contredira pas là-dessus, parce que c'est le document en fait essentiel qui vous permettra tout d'abord à vous d'avoir votre feuille de route, un peu comme un budget, pour savoir année 1, année 2, année 3, quels sont vos objectifs de chiffre d'affaires, de marge, de rémunération au passage. Également, quels sont vos besoins au démarrage en termes de financement? Qu'est-ce que vous avez besoin de financer? Et donc, justement, à combien et comment le banquier peut vous accompagner? Là-dessus, André vous donnera des précisions intéressantes dans sa position, dans sa vision de banquier sur le sujet. Et donc, ce document en fait fondamental qui est le business plan est vraiment du coup la feuille de route qui va vous permettre de vous situer et également de convaincre vos partenaires, notamment financiers, de la pertinence de votre projet, de la faisabilité, de la rentabilité qui est attendue, et donc de vous engager et d'engager les autres dans cette aventure. Donc, voilà, c'est un moment clé, en fait, le business plan, dans lequel on va mettre sur le papier beaucoup de choses. Il faut prendre le temps de le faire plutôt avec un professionnel qui vous fera aussi partager sa vision, je dirais, des moyennes du secteur, etc. Par contre, attention, quand on est en franchise, les ratios, je dirais, types qui peuvent être utilisés par les experts comptables changent. C'est-à-dire que, par exemple, on prend l'exemple d'une boulangerie. Boulangerie moyenne en France, c'est 250 000 € de chiffre d'affaires. En franchise, c'est plutôt 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, faites attention d'être bien accompagné par quelqu'un qui connaît la franchise ou qui connaît bien, en tout cas, votre concept, le concept dans lequel vous allez vous engager, pour pas non plus sous-estimer les frais ou passer à côté, je dirais, du bon modèle économique de votre projet. Dernière étape, eh bien, c'est le grand saut. Ça y est, on y est. C'est la signature, je dirais, du contrat. Alors, les étapes que je vous ai dit, elles ne se dérouleront pas forcément les unes après les autres. Il y en a qui peuvent se croiser ou s'interférer. Mais l'idée, c'est que voilà, l'étape ultime, ça va être la signature du contrat, la recherche du local, les travaux, si vous avez un local que vous devez aménager au concept. Et donc, la disponibilité, votre disponibilité de porteur de projet sera très importante à ce moment-là, puisque vous allez suivre une formation initiale, prendre du temps pour le suivi des travaux, enfin voilà, vraiment démarrer l'aventure. Donc, à ce stade-là, en principe, vous devez être, vous, libéré, je dirais, de tout engagement pour pouvoir vous consacrer à votre projet. En conclusion, vous l'avez compris, ne vous isolez pas. La première qualité d'un chef d'entreprise, c'est de savoir s'entourer. Entourez-vous de bons franchiseurs, entourez-vous du bon expert comptable, entourez-vous du bon banquier. C'est important de se faire conseiller, mais bon, les conseillers ne sont pas les payeurs, donc restez toujours bien, voilà, et profitez des conseils qui vous sont donnés, mais restez toujours bien décideur de vos choix, puisque vous l'avez compris, c'est vous qui restez responsable de votre affaire jusqu'au bout. Ok, merci Olga. J'ai quelques questions qui concernent toi Olga ou d'autres intervenants. J'ai tout d'abord Camille qui nous demande quel conseil donneriez-vous pour la collaboration entre un jeune franchiseur et son premier franchisé? Ça, c'est une question assez récurrente. On aura tout à l'heure le témoignage de quelqu'un qui est rentré dans un jeune réseau, mais qui n'était pas le premier franchisé. Mais Olga ou André, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des clés à avoir? C'est vrai que tout gros franchiseur a eu à un moment donné son premier franchisé, hein, on est bien d'accord. C'est sûr. Il faut commencer par un premier, c'est sûr. Alors, les premiers franchisés, ils ont quand même une place à part très souvent dans le réseau parce que, on va pas se le cacher, ils vont un petit peu peut-être essuyer les plâtres parce que le concept n'était peut-être pas totalement abouti quand ils ont démarré, même s'il y a eu des pilotes, même s'ils avaient capitalisé sur une expérience. Donc très souvent, ça va être des franchisés, voilà, sur lesquels il y aura notamment en termes de, on va dire, de contraintes financières, peut-être quelques cadeaux qui seront faits, comme un droit d'entrée qui sera réduit ou peut-être des redevances qui seront diminuées les premiers mois d'exercice parce que voilà, on va un peu les bichonner entre guillemets puisqu'ils vont participer vraiment au début de l'aventure. Mais c'est très important en tout cas, je ne sais pas si Camille est côté franchiseur ou franchisé, en tout cas si elle est côté franchiseur, c'est très très important de bien choisir ses premiers franchisés parce que ça va vraiment être le reflet, enfin les ambassadeurs
valeur en fait de l'enseigne. Et si ça se passe mal, il y a des risques que derrière, ça soit très difficile de recruter. A contrario, si ça se passe bien, c'est eux-mêmes qui vont donner une bonne image et qui vont contribuer aussi au développement du réseau. D'accord. Ayman nous demande quand le franchiseur est étranger, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Là, Alors, ça fait appel à plusieurs oui, choses, je crois. c'est Ouais. alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais sur le principe, si le franchiseur est étranger, et donc il y en a beaucoup, des franchiseurs étrangers, se développent en France, on va dire qu'on est dans ce cas-là, et qu'il apporte du coup un concept étranger qui fonctionne peut-être très bien à l'étranger, mais qu'il l'apporte en France, il y a pour moi deux points importants à regarder. La première, c'est que sur tous les aspects juridiques, etc., il est soumis aux lois françaises. Donc, ça veut dire qu'il doit faire un document d'information précontractuelle, que tous les contrats doivent être rédigés en langue française. Voilà. Tout ça, vu que c'est sur le sol français, la loi française s'applique. Ça, c'est déjà la première chose. Et la deuxième, qui est tout aussi importante, voire peut-être plus, c'est que c'est pas parce que ça marche à l'étranger que ça va marcher en France. Il y a un très grand réseau qui s'appelle McDo, pour pas le citer, qui en a lui-même fait l'épreuve, qui est arrivé en disant « je vais implanter mon savoir-faire à l'américaine parce que ça marche aux États-Unis ». Ça n'a pas du tout marché parce que les produits n'étaient pas adaptés au goût français, trop sucrés, trop gras, etc. Ils sont repartis et ils sont revenus quelques années plus tard avec des recettes modifiées et adaptées. Donc, si c'est un concept étranger, c'est important qu'à un moment donné, il ait quand même éprouvé le marché local, en fait, où il va s'installer, France ou ailleurs, pour s'assurer que l'expérience qu'il a capitalisée et ce qu'il va vous vendre à vous en tant que franchisé de ce nouveau territoire, il ne se soit pas trompé et qu'il vous apporte bien soit les produits, soit l'adaptation de ces méthodes aux us et coutumes locales. Une petite précision pour Anne sur le DIP et le délai des 21 jours. J'ai reçu le DIP, cela veut dire que j'ai 21 jours pour me décider. C'est un minimum 21 jours. Voilà, 21 voilà, jours minimum, je lui dis, mais je le répète parce que c'est très important. Pendant 21 jours, il ne se passera rien, ça c'est sûr, Anne. Enfin, il ne peut rien se passer. Par contre, vous pouvez prendre 3 semaines, 4 semaines, 6 mois, 1 an pour réfléchir. Vous n'avez aucune limite. Seule chose, c'est que les franchiseurs, ils vont peut-être vous mettre la pression, un peu comme les agents immobiliers, pour vous dire « Ah, mais oui, mais attention, moi j'ai un autre candidat, il est intéressé par votre zone. Si vous vous décidez vite, il vous passera sous le nez. » Bon, ça c'est un jeu de négociation, mais juridiquement, vous pouvez prendre tout le temps que vous voulez pour relire votre DIP et vous engager. Vous avez 21 jours minimum, mais vous pouvez en avoir beaucoup plus si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir. On précise bien que ces 21 jours, c'est avant de signer le contrat de franchise et de payer les droits d'entrée, Olga, on est bien d'accord avec ça. Exactement. Okay. Anne aussi nous demande, ça rebondit sur ce que disait tout à l'heure, je crois que c'était Camille, la franchise que j'ai choisie débute et lance son réseau, ainsi je ne peux pas interroger les franchisés, oui bien entendu, c'est la relation que vous pouvez avoir. Alors je viens de faire une bêtise, attendez, hop, excusez-moi, sur mon écran de contrôle. Ça va, c'est pas un avion, donc on risque pas de se scratcher. Voilà, donc oui, je veux dire, au début, c'est bien être en affinité avec le franchiseur, regarder comment fonctionnent les pilotes quand on est le premier franchisé, ce que tu disais tout à l'heure. Comment assurer les valeurs, notamment éthiques, entre la maison mère et ses franchisés? Question d'Emmanuel. J'ai peur de ne pas avoir compris. Oui, je ne sais pas si Emmanuel peut nous préciser la question. Sophie nous dit 14 ans de contrat de franchise m'apparaît long quand le marché consommateur change tellement vite. C'est une bonne question. Que se passe-t-il si la marque, l'enseigne a des difficultés dans le temps? Alors, c'est tout le doigté du franchiseur, là, en l'occurrence. Oui. Alors 14 ans, c'est un constat. C'est pas voilà, on regardait bêtement aujourd'hui les franchisés de l'ancienneté qu'ils ont 14 ans en moyenne. Voilà. Après, qu'est-ce qui fait le succès de ces 14 ans? C'est effectivement toute la puissance d'innovation, d'adaptation voilà, du franchiseur. Parce que ce que le franchiseur est capable de faire en termes d'innovation technologique, de tester des produits, la puissance de la marque aussi, la puissance du prix s'il a une centrale d'achat.
en tant qu'indépendant isolé, vous y arriverez jamais. Donc c'est ça aussi qui fait la force de la franchise, c'est cette adaptabilité en fait, cette agilité à répondre au marché. Alors après, on a vu des marques qui se sont essoufflées, hein, qui n'ont pas eu cette capacité de rebond. Ça marche pas à tous les coups, mais en tout cas, voilà, la franchise a les moyens de développer cette agilité. Et quand on voit, enfin, vous avez des réussites en franchise, ça fait je pense à Yves Rocher, par exemple. Yves Rocher, ça existe depuis 50 ans. C'était une des premières marques de cosmétiques bio sur le marché. Ils sont toujours là, voilà. Et les franchisés, bon, eux, je connais pas, mais on doit être dans cet ordre d'idée sans problème, parce que la marque, elle a vraiment, voilà, capitalisé, elle a duré dans le temps avec une adaptation à son marché, aux produits. Elle était même précurseur d'ailleurs sur certains sujets. Donc c'est la puissance de la franchise aussi, ça. Oui, puis on peut dire aussi que dans la vie d'un contrat, il y a plusieurs étapes, hein. Peut-être que Thomas nous le dira tout à l'heure, mais c'est pas simplement un point de vente, ça peut être plusieurs. Donc la durée de 14 ans, c'est pas forcément une unité pendant 14 ans, c'est en ouvrir, en fermer, en rouvrir, en prendre. Voilà, ça peut être ça aussi, hein. Oui, puis ça correspond à un modèle économique aussi. C'est-à-dire que Bien sûr. pendant la première, on va dire, première durée, par exemple, chez Pizza Cozy, on est sur un contrat de 7 ans. Pendant la première durée, on va dire les 7 premières années, on est plutôt sur un amortissement de son fonds de commerce et de ses différents biens matériels. Alors bien qu'il y a toujours du réinvestissement, hein, faut pas se dire qu'on réinvestit jamais, parce qu'effectivement le modèle il change tout le temps et il évolue, et sinon en effet c'est compliqué. Mais derrière, du coup, dans la deuxième tranche, on va dire, du renouvellement du contrat, c'est là où le franchisé va tirer la quintessence vraiment des efforts qu'il a fait pendant la première durée du contrat. Merci Thomas. Et puis une toute dernière question avant de laisser la parole à André. Camille qui nous demande, un franchiseur à l'issue d'un contrat, ce contrat n'est pas renouvelé, peut-il avoir une clause de non-concurrence sur le secteur, et à qui appartiennent les clients? Alors, ça c'est important dans la lecture du contrat. Je ne suis pas rentrée à ce niveau-là d'information, mais alors, d'abord, quand vous aurez le DIP, vous aurez les principales clauses du contrat, voire même en annexe, un contrat de franchise blanc, en fait. Vous aurez toutes les clauses. Donc ça permet du coup de déterminer quelles sont les contraintes en sortie de contrat. Très souvent, il y a deux clauses, la clause de non-concurrence et la clause de non-affiliation. La clause de non-concurrence, elle est valable souvent une année. C'est pour dire que vous ne pouvez pas vous installer, enfin, sur ce secteur-là, vous ne pouvez pas vous installer et continuer, voilà, à exploiter de la même manière, avec les mêmes signes de ralliement, etc. Donc, vous êtes obligé de changer, je dirais, de look. Et clause de non-affiliation, vous ne pouvez pas vous affilier à un autre réseau de franchise. En clair, ça veut dire quoi? Avant, je suis coiffeur. Si je suis coiffeur, Jean-Louis David, si j'arrête mon contrat, il faut que je fasse disparaître tous les signes de ralliement Jean-Louis David, donc les codes couleurs, le nom, l'enseigne, etc. Par contre, je suis coiffeur, donc c'est mon métier et on ne peut pas m'interdire de faire mon métier. Donc dans ces cas-là, vous pourrez continuer à être coiffeur, mais de manière indépendante complètement, sans être allié à 200 ou à un autre, puisqu'il y aura la clause de non-affiliation. Et ça veut dire que, eh bien, le fichier client, très souvent, contractuellement, on prévoit à qui il appartient. Bien souvent, de nos jours, le fichier client, il appartient aux deux. C'est-à-dire que le franchiseur le récupérera si vous quittez le réseau, mais vous pourrez continuer aussi à l'exploiter puisque vous restez propriétaire du fonds. Donc, il faut regarder s'il y a une clause là-dessus dans le contrat, mais sur le principe, vous pouvez continuer à exercer votre métier dans des conditions, je dirais, proches, mais qui ne donne pas, qui ne perturbe, qui ne trouble pas, je dirais, le consentement de la clientèle. Elle sait qu'elle va venir chez vous, personne indépendante, et non plus chez Jean-Louis David dans mon exemple. Ok, merci. J'avais dit dernière question, mais quand même, comme Emmanuel a précisé sa question, mais qui, à mon avis, nécessiterait un développement un peu long, je vais quand même la poser et peut-être ça vaudra le coup que Emmanuel prenne contact avec toi ou d'autres à l'issue du webinaire. Je suis côté franchiseur et je me demande comment si je peux m'assurer que les valeurs de ma marque perdureront, par exemple le sourcing auprès de certains producteurs bio, locaux ou encore l'accueil chaleureux des clients. Est-ce qu'il y a un cadre prévu à cet effet? C'est le savoir-faire et le contrat, mais je pense qu'ici, je te laisse répondre, hein, mais c'est un peu ça comment
ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, hein, comment est-ce que je peux cadrer les franchisés et m'assurer que tout le monde respecte bien le concept. Et peut-être que Thomas nous dira comment ça se passe chez Pizza Cosy tout à l'heure. Hein. Ce que propose pour Emmanuel en fin de webinaire, vous aurez les coordonnées d'Olga et je vous propose de prendre contact avec elle. Merci. Donc André, je te laisse la parole pour l'aspect volet financement. D'accord, ok. André Billard, je suis responsable franchise à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, donc sur les 14 départements. Juste un mot sur le groupe des banques populaires. La Banque Populaire est historiquement la banque de la franchise, puisque un franchiseur sur deux est client au groupe Banque Populaire et un franchisé sur 4, ce qui est plutôt pas mal. Et puis, on a mis en place sur Auvergne-Rhône-Alpes, donc sur les 14 départements, ça va même un peu au-delà d'Auvergne-Rhône-Alpes, donc je suis responsable. On a mis en place des analystes crédits franchise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les dossiers de franchise sont signés par des analystes crédits dans nos services engagement qui sont formés au métier de la franchise, ce qui est un vrai plus. Voilà, donc on va se positionner maintenant au niveau du banquier. Hein, Olga a vu avec vous rapidement les points clés du contrat. Je ne vais pas revenir sur grand-chose. Je vais revenir par exemple sur la durée du contrat, parce que j'ai eu un cas très récent hier où on nous demandait un financement sur 7 ans et la durée du contrat était sur 3 ans. Alors c'est très rare des contrats sur 3 ans. Souvent, c'est plutôt 5-7 ans, mais ça peut arriver. Donc, c'est vrai que le banquier va regarder tout ça de manière très précise, dans le sens où si au bout de 3 ans, on ne lui renouvelle pas son contrat, ben, il va rester peut-être 4 ans où il va falloir qu'il rembourse ses prêts, mais il n'aura pas forcément un point de vente qui sera logotisé au nom du franchiseur. Voilà, donc le banquier va regarder tout ça, il va regarder la formation, il va regarder aussi comment ça se passe au niveau du franchiseur. Et puis, Olga l'a dit rapidement, mais aussi les clauses de sortie ou de renouvellement de contrat, parce que à partir du moment où on signe, c'est déjà bien d'anticiper et de voir comment ça va se passer à la fin du contrat. Voilà. Marc, si tu veux faire défiler. Les éléments à financer, d'abord, peut-être juste un mot, parce que souvent on nous le pose en question, quand est-ce que je vais voir le banquier? C'est toujours difficile de savoir le juste moment. Il ne faut pas y aller trop tôt, il ne faut pas y aller trop tard non plus. Si vous allez voir le banquier alors que vous ne savez pas encore vers quelle enseigne vous allez vous diriger, bah, ce sera trop tôt, parce qu'effectivement, il ne va pas pouvoir vous apporter grand-chose. Donc l'idéal, c'est d'aller rencontrer son banquier quand vous avez déjà un petit peu avancé sur le projet, que vous avez déjà vu un expert comptable, voilà, que les choses sont déjà bien avancées. Autrement, ça fonctionnera pas trop. Alors, je vais rebondir sur quelque chose parce qu'Olga l'a dit tout à l'heure, mais je pense que c'est important. Peut-être passer auprès d'un expert comptable. Je sais qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on peut se faire soi-même son business plan et ainsi de suite. Pour le banquier, sauf à ce que vous soyez vraiment de la partie, ben, ça sera un vrai plus si effectivement vous avez été accompagné dans l'élaboration de ce business plan par quelqu'un de compétent, voilà, et par un expert comptable et éventuellement un expert comptable qui connaît bien le domaine de la franchise. Voilà, si on se met du côté banquier. Alors, qu'est-ce qu'on finance? Ben, on va financer à la fois de l'immatériel et du matériel. Donc, on va vous financer votre étude de marché. On va vous financer tout ce qui est les conseils que vous avez dû payer, par exemple pour l'étude du DIP auprès d'un avocat. On va financer bien sûr le prévisionnel, donc les frais d'expert comptable, les droits d'entrée, les formations, et puis le besoin en fonds de roulement. Et puis du matériel aussi, puisque en fonction de l'activité, mais là ça va dépendre beaucoup de l'activité, vous aurez peut-être un local à financer, de l'agencement, du matériel. Donc on va dire le banquier finance tout est finançable. Un bémol sur le besoin au fonds de roulement où certaines banques parfois peuvent mettre des limites sur ce financement. Mais d'une manière générale, on finance la globalité.
Quelle solution pour financer sa franchise? Donc, vous êtes porteuse et porteur de projets. On va dire il y en a deux les plus importants qu'on va aborder. C'est les capitaux propres, hein, c'est l'apport, et puis le prêt bancaire. Et puis, on en a deux autres que j'ai voulu mettre, mais qui sont quand même beaucoup plus réduits. C'est les prêts d'honneur et le crowdfunding. Donc, tout d'abord, les capitaux propres. Dans le domaine de la franchise, si Marc, tu peux passer le slide suivant. Voilà. Dans le domaine de la franchise, on a ce qu'on pourrait considérer comme un peu des normes. Alors, c'est des moyennes, bien évidemment. Ça s'adapte en fonction des situations de chacun. Entre un jeune qui a 22 ans, qui n'a pas de patrimoine et pas de situation, et puis quelqu'un qui est en reconversion, qui a 45 ans et qui a déjà un patrimoine, ben, les choses peuvent un petit peu évoluer. Mais on considère, il y a des normes qu'en gros, il faut, par rapport à l'investissement global, il faut que le porteur de projet apporte 30%. 30% dans le commerce et 40% dans tout ce qui est activité de service. Pourquoi un petit peu moins dans le commerce? Puisque souvent, le banquier va pouvoir prendre des garanties sur le fonds de commerce, ce qui ne sera pas frais dans le cas des activités de service. Voilà, c'est une moyenne. Ça veut dire que il faut quand même que vous, en tant que porteur de projet, vous ayez cet apport. C'est souvent demandé par le franchiseur, c'est demandé aussi par le banquier, mais c'est souvent une condition importante au niveau du franchiseur. Alors Thomas nous dira peut-être tout à l'heure, c'est vrai que quand on monte par exemple un deuxième fonds, on n'est pas obligé d'être tout à fait dans cette norme parce qu'on a déjà fait ses preuves, on a déjà avancé. Mais voilà, gardez ces chiffres en tête et c'est important. Votre apport, c'est quoi? C'est toute l'épargne que vous pouvez mettre à disposition sur ce projet. Donc, on ne va pas tous les citer, hein, mais les livrets A, les plans d'épargne logement, toutes les formes d'épargne possibles. Ça peut être aussi, parce que c'est assez fréquent, des donations ou des participations familiales. Hein, vous pouvez avoir un environnement familial qui vous aide pour constituer cet apport. Et puis, d'un point de vue du banquier, c'est pour ça que je l'ai mis là, on considère dans l'apport les prêts d'honneur, c'est considéré comme de l'apport. Voilà. Donc, c'est la première chose. Il va falloir que vous mettiez de l'argent dans cette nouvelle aventure qui est la franchise. Bon. Souvent, c'est pas suffisant. C'est assez rare qu'on n'ait pas besoin d'un financement bancaire. Donc, le deuxième élément, ça va être le prêt. Si Marc, tu peux passer la slide suivante. Alors, oui, on a mis une slide pour vous donner on peut la laisser, on a mis une slide pour vous donner un peu les réseaux et les investissements en fonds propres, hein, pour vous donner un ordre d'idée, et on se rend bien compte qu'effectivement, c'est très variable si on prend des grosses entités, des gros commerces, et puis si on prend par exemple, parce qu'aujourd'hui on a aussi beaucoup de choses dans le service à la personne, où là on est plutôt sur 20 000 euros d'apport. Hein. Voilà. En sachant qu'aujourd'hui, effectivement, dans le contexte, notamment tout ce qui est gros projet dans la restauration, c'est peut-être un petit peu plus difficile aujourd'hui compte tenu du contexte un petit peu plus particulier. Voilà. Le financement, donc c'est un incontournable, bien évidemment. Vous serez souvent obligé d'aller voir votre banquier. Donc, on a deux types de financement. Le crédit bail que j'ai mis en deuxième, c'est plutôt pour financer des équipements ou de l'immobilier professionnel. Hein, voilà. Mais d'une manière classique, le plus important, c'est le crédit, un crédit bancaire classique avec un taux fixe. On vous a mis qu'on pouvait avoir un taux variable, mais aujourd'hui, les taux fixes sont tellement bas qu'on est sur du taux fixe. Renseignez-vous, alors je parle un peu pour ma paroisse, c'est normal, mais renseignez-vous pour savoir si certains établissements bancaires font des conditions particulières pour tout ce qui est financement de la franchise. À la Banque Populaire, on a créé il y a 2 mois sur l'ensemble du groupe des banques populaires, donc c'est au niveau national, mais bien sûr à Auvergne-Rhône-Alpes, des prêts création franchise et des prêts reprise franchise à 0%. Donc vous pouvez bénéficier de financement à 0% pour une part du montant de votre crédit. Voilà. Donc renseignez-vous auprès des établissements pour savoir effectivement s'il y a des choses
qui sont intéressantes pour vous en termes de financement. Voilà sur la partie financement. Sur la partie garantie, parce que c'est important aussi d'en parler, je vous ai dit tout à l'heure que parfois on finançait le fonds de commerce, donc on aura bien évidemment comme garantie le nantissement du fonds de commerce. On aura aussi la caution d'organismes spécialisés, hein, des sociétés de caution mutuelle. On vous a mis la CIAJ, on vous a mis la BPI, on a aussi la SOCAMA, qui pourront venir se porter caution auprès du banquier pour votre financement. Et puis, on aura votre caution personnelle. Alors, quand on dit caution personnelle, on est bien d'accord qu'on n'est pas sur une garantie réelle, hein, on n'est pas sur une hypothèque sur une maison ou un appartement, c'est juste votre caution. Mais il apparaît logique qu'à partir du moment où le banquier croit en votre projet et vous êtes dans le financement, que vous aussi, vous soyez un petit peu engagé aussi dans ce financement par le biais de cette caution, qui est souvent, qui est souvent un pourcentage qui varie en fonction, bien sûr, de chaque dossier. Voilà au niveau de ce que l'on pouvait dire sur les garanties. Sur les prêts d'honneur, de la même manière que je vous ai dit tout à l'heure, renseignez-vous auprès de votre banque pour savoir si vous pouvez avoir, comme à la Banque Populaire, des conditions de financement à 0%. Aujourd'hui, on a différents réseaux. Alors, on ne va pas tous les citer, mais tout ce qui est France Initiative, France Active, l'ADI, qui vous permettent aussi, pour des montants de 2 à 7 000 euros, en gros, d'avoir des financements à 0%. Donc, effectivement, c'est plutôt une bonne chose dans votre plan de financement si vous avez ces conditions préférentielles. C'est toujours aussi une bonne chose pour le banquier quand le dossier a déjà été validé par un organisme comme ça, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu une étude du dossier et que vous avez déjà fait bonne figure et que vous avez passé la première marche au niveau des financements. Voilà, donc renseignez-vous, vous pouvez aussi vous rapprocher des CCI pour tous ces contacts avec tous ces réseaux pour les prêts d'honneur. Et puis j'ai mis le crowdfunding parce que c'est quelque chose qui est un peu nouveau, alors qui est très très limité, mais on peut avoir quelques dossiers où ça apparaît. Et puis c'est peut-être une bonne manière pour le porteur de projet d'essayer de ratisser un petit peu autour de lui pour des gens qui voudraient l'aider. C'est pas toujours facile d'aller solliciter, alors quand c'est la famille proche, c'est pas trop compliqué, mais d'aller solliciter peut-être des amis ou voilà pour qu'ils puissent apporter un petit coup de main financier. Donc avec le crowdfunding, c'est un financement participatif sur des plateformes hein, qui sont des plateformes de financement participatif. Ça vous permet de présenter votre projet et puis des gens dans votre environnement ou plus éloignés, mais souvent dans l'environnement personnel, peuvent participer sur certaines sommes. Souvent, c'est plus agréable pour eux que de vous donner l'argent en direct. Et puis pour vous, ça vous permet aussi, là aussi, de préparer, de présenter, de défendre votre projet. Ce qui est important, je vous l'ai mis en dessous, mais il faut que ça soit plutôt sous forme de don, parce que après, si c'est un prêt, ça complique un petit peu parce que c'est de l'argent qu'il faut rembourser. Voilà, mais c'est une manière de ratisser un peu large dans son environnement familial que de faire le crowdfunding. Voilà, toujours si on prend la casquette du banquier, le banquier va se renseigner sur le franchiseur. Hein. Donc, savoir, Olga a dit, on a un peu plus de 2000 franchiseurs. Nous, à la Banque Populaire, par exemple, on ne va pas financer forcément tout le monde. Hein. Donc, voilà. Donc, on va regarder les précédents dossiers, on va regarder l'historique, on va regarder le DIP aussi. Donc, c'est important de regarder tout ça. C'est important pour vous aussi d'aller sur les réseaux sociaux. On a aujourd'hui l'opportunité qui n'existait peut-être pas il y a un certain nombre d'années, mais d'aller voir sur les réseaux sociaux comment ça se passe avec les derniers franchisés. Nous, en tant que banquier, on le fait aussi. Quand c'est des franchises qu'on connaît un petit peu moins, on va sur les sites pour voir un petit peu, pour prendre la température. Et puis, on étudie le DIP, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour connaître l'histoire du réseau, le sérieux, les résultats aussi, parce que Olga l'a dit tout à l'heure, c'est un concept qui a fonctionné, mais il faut aussi qu'il soit rentable. Et puis au niveau du groupe des banques populaires, on a une base de données qui est la plus large possible et qui nous permet d'avoir des informations
justement sur les différents franchiseurs. Voilà. Alors bien sûr, on va étudier le prévisionnel, je l'ai dit. Juste un bémol, alors Thomas nous dira, mais attention aux prévisionnels qui sont remis par le franchiseur. C'est-à-dire que moi, si on se positionne en tant que banquier, je veux avoir en face de moi un chef d'entreprise. Je veux avoir en face de moi quelqu'un qui est capable de défendre son dossier. Je veux avoir en face de moi quelqu'un, s'il y a une période difficile, comme on connaît actuellement, qui soit capable de faire face à cette difficulté. Donc, il faut que le banquier il voit que en face de lui, il a un vrai chef d'entreprise. Donc, on peut être aidé par le franchiseur. Thomas nous dira tout à l'heure, il a forcément été aidé par le franchiseur, mais c'est important pour le banquier que le futur chef d'entreprise que vous êtes soit capable de défendre son projet. C'est la raison pour laquelle on n'aime pas forcément bien qu'il y ait un représentant du franchiseur qui vienne lors d'un rendez-vous bancaire. Il peut y avoir l'expert comptable sur une partie très technique, voilà. Pas de souci, mais quand vous allez faire votre rendez-vous avec votre banquier, il faut que vous soyez capable de défendre vous-même votre dossier. Et puis on regarde sa motivation parce que c'est aussi une question, de personne, de personnalité. On va regarder si vous êtes allé voir d'autres réseaux, on va regarder si vous avez bien étudié votre marché, si vous êtes capable de le défendre. Je le dis souvent, mais j'ai encore des directeurs d'agence qui me disent on a des porteurs de projets, c'est tout juste s'ils sont allés sur place. Ils sont allés voir une fois l'emplacement, mais voilà, il faut y aller souvent. Olga l'a dit, il faut y passer, il faut regarder le samedi, il faut regarder le sens de la circulation. Donc, il faut que vous soyez capable de défendre vous-même votre projet. Voilà sur ça. On peut passer, Marc, là-dessus. Le reste, on l'a vu. Et puis, pour finir, je dirais, comme Olga l'a dit, c'est d'être bien accompagné. D'être accompagné par un expert comptable qui connaît le domaine de la franchise, par une banque qui connaît la franchise aussi. Olga vous a dit tout à l'heure que on ne demandait pas que ce soit des professionnels. Aujourd'hui, beaucoup de dossiers dans les banques sont refusés parce que le motif, c'est de dire vous n'êtes pas du métier. Ça, c'est quand on a affaire à une banque qui ne connaît pas le domaine de la franchise. Donc, renseignez-vous bien pour avoir affaire à une banque qui connaisse bien le domaine de la franchise. Voilà sur ce que moi je pouvais vous dire sur ce rendez-vous qui est important avec le banquier, et c'est important que vous soyez bien préparé, que vous ayez bien préparé cet entretien avec le banquier. Et puis on a mis bon manager, bon gestionnaire, voilà, parce que vous êtes un chef d'entreprise et le banquier, il va regarder bien évidemment tous les chiffres qui ont été faits par l'expert comptable et que vous allez défendre, mais il va surtout regarder si à ses yeux vous avez capacité à être chef d'entreprise. Ok, merci André. Oui, tout le monde m'entend bien. Oui, tu as généré beaucoup de questions. Tant mieux. Je vais essayer d'aller assez vite. Et puis, si toi ou Olga et potentiellement Thomas pouvez faire des réponses assez rapides, j'ai Eman qui nous demande concernant le financement des sommes importantes, en l'occurrence près de 500 000 euros, est-ce que le financement est intégral et possible, si bien évidemment le business plan est viable? Alors, Eman, je ne sais pas si Eman, quand il dit intégral, ça voudrait dire sans apport? Je suppose. Alors là, ça sera quand même compliqué. Je l'ai dit tout à l'heure, la norme, c'est autour de 30%. Voilà, sans apport, ça sera quand même compliqué. Pour Estelle, à quel moment on doit faire appel à l'expert comptable et au banquier en premier et à quel moment? Je serais tenté de dire assez rapidement, non? Oui, assez rapidement, mais alors vas-y Olga, vas-y. Non, moi je dis effectivement le plus tôt possible. Pour l'expert comptable, nous, voilà, dès la relecture du DIP, on peut avoir voilà, une valeur ajoutée. Et toi, André? Non, c'était un peu la même chose, mais il faut déjà avoir choisi quand même son secteur d'activité parce qu'on a encore des gens qui viennent en disant voilà, on va prendre l'exemple de Thomas, peut-être que je veux monter quelque chose dans le domaine de la pizza ou dans les services, je sais pas. Là, si on vient à ce moment-là, ça ne sert à rien, quoi. On va perdre son temps. Donc il faut déjà avoir avancé un petit peu
sur le choix de l'activité et du réseau. Ok. Yves nous demande quid du candidat franchisé qui obtient un accord de BPI. Donc ça fait partie du business plan, je suppose. Hein, voilà. Oui, très bien. Lors Christophe, lors de l'étude d'un dossier bancaire, la banque peut-elle avoir, on a un petit peu parlé, accès à des résultats et infos financières, rentabilité d'autres franchisés du réseau que nous souhaitons rejoindre et de facto nous alerter ou non. Hein, c'est un des avantages de la franchise, c'est que l'écosystème est plutôt bien renseigné et plutôt bien maillé. Hein, je me trompe Oui, pas. tout à fait. Et puis alors nous, par exemple, je prends l'exemple du groupe des banques populaires. Moi, je m'occupe des 14 départements, mais j'ai un homologue dans chaque département. Donc, on arrive à avoir des informations sur des franchisés ou sur des franchiseurs, même hors secteur. Voilà, et c'est un vrai plus. D'accord. Ok. Anne a besoin d'un local pour une micro-crèche et elle envisage d'acheter le local sous SCI. Cet achat, alors je lis en même temps, hein, cet achat n'entre pas dans le cadre de ma demande de prêt pour financer mon projet professionnel avec le franchiseur. Point d'interrogation. Bah, on a un cas similaire, hein, parce que j'en ai eu un la semaine passée où on avait à la fois les financements des murs hein, via une SCI et puis après on avait un financement classique sur tout ce qui était les droits d'entrée et d'enseigne, donc bien évidemment. D'accord. Estelle nous demande ce qu'est la caution personnelle. Donc ça, c'est une réponse rapide. Alors la caution personnelle, c'est dans le cas où bah, vous ne pourriez plus faire face au remboursement du prêt, la banque se tournerait vers vous effectivement pour se rembourser ces sommes. Hein. Mais ce n'est pas une garantie hypothécaire sur un appartement, sur une maison. Simplement, c'est un engagement de votre part de rembourser. Yves, toujours, quid des candidats franchisés accompagnés par des associations du type EGE, OCTI, ECTI, etc. Ben, tant mieux, hein, puisqu'on est Oui, accompagné, mieux c'est, j'imagine. Olga l'a Pour dit le tout à don, l'heure. Hein, entourez-vous, faites-vous accompagner, c'est la meilleure solution. pour le don aux entreprises, peut-il y avoir un avantage fiscal pour le donateur, demande Camille. Oui, si on est dans le cas d'une contribution au capital, alors, enfin, c'est dans le cas où vous pouvez avoir un crédit d'impôt, alors soit sur l'impôt sur les particuliers, l'IRPP, soit l'ISF aussi. Donc l'IRPP, c'est 18% des sommes et l'ISF, c'est 50% des sommes. Donc là, il faut que ce soit une contribution au capital d'une société, d'une PME détenue par des personnes physiques. Bon, grosso modo, un franchisé, on est à peu près dans les clous. Ok. Quel est le meilleur statut juridique pour la société dans le cadre d'une franchise? Ben, il n'y en a pas ou tous, hein, c'est ça. Ça, c'est à voir avec son Exactement, un avocat, son statut expert juridique, comptable. voilà. Un statut Pardon? juridique, ça doit être quelque chose qui correspond à vous. Est-ce que vous voulez être salarié? Est-ce que vous voulez être non salarié? Est-ce que vous avez du patrimoine? Est-ce que vous n'avez pas de patrimoine? Est-ce que vous projetez peut-être de transmettre? Voilà. Il y a plein de questions intimes en fait qui découlent et qui dépendent de votre statut à vous. C'est pas le fait d'être franchisé qui fera que ça sera mieux d'avoir une SARL ou une SAS ou une SASU. C'est vraiment vous. Donc là aussi, accompagnement par un professionnel qui descendra en cône les différentes questions et qui vous dira le statut le plus adapté à votre situation. Il y a encore beaucoup de questions, je vais en prendre une ou deux. Quel coût prévoir pour la compte? Combien tu coûtes, Olga? Est-ce que tu es cher pour tes prestations d'expert comptable? Et quel coût prévoir pour l'accompagnement d'un expert comptable? Par rapport à la qualité du service, c'est pas cher. Alors, parlons concrètement. Chez Fiducial, nous, le business plan, c'est-à-dire l'accompagnement sur le choix de vos statuts juridiques, la réalisation du business plan, la relecture de votre contrat, etc. Je dirais, voilà, tout ce package, en fait, on fait un package qui est aux environs de 600 € hors taxe. Et très souvent, si vous devenez client, parce que nous, notre modèle économique, c'est pas. Je vois que Thomas dit pas cher. Après, je ne comprends pas, mais nous, le but, de toute façon, on gagne pas notre vie en faisant des business plans, soyons clairs. On gagne notre vie si les gens les entrepreneurs restent chez nous pendant de nombreuses années. Donc, le but, c'est qu'après, vous soyez bien chez nous, bien accompagnés. Donc, c'est pour ça que souvent, le business plan est un cadeau de bienvenue. Et la toute dernière, avant de laisser la parole à Thomas, est-ce que le secteur des services à la personne reçoit un meilleur accueil de la part des banquiers pour une enseigne de premier plan comme O2? C'est Claude qui nous pose cette question. Alors, ben, enfin, je veux dire, forcément, plus l'enseigne sera connue,
plus ce sera facile puisqu'on aura déjà de nombreux franchisés qui fonctionnent sur cette enseigne. La difficulté, c'est plutôt pour les nouveaux réseaux. Marc et Olga, vous le disiez tout à l'heure, quand on finance le premier franchisé ou le deuxième franchisé, on n'a pas de recul sur des enseignes très connues. On a du recul, on sait si ça marche, on sait, voilà, on a toutes les références en termes de prix et de rentabilité. Donc forcément, ce sera plus facile. Ok, alors j'ai Et on peut juste dire une chose, c'est qu'on l'a peut-être pas dit jusqu'à présent, et il faut peut-être le dire, et Thomas pourra le dire, le choix du franchiseur, c'est aussi une question d'homme et de personnalité. Je pense que Thomas, quand il a choisi son enseigne, il n'a pas forcément regardé celle qui coûtait le moins cher en droit d'entrée. C'est qu'à un moment donné, il y a eu un truc qui a matché entre Thomas et puis les dirigeants de Pizza Così. Donc, effectivement, il y a des choses très pratiques, hein, les droits d'entrée, les royalties qu'il faut regarder, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup d'humain, il faut garder ce côté humain, voilà, il faut que ça matche entre le franchiseur et le futur franchiseur. Ok, merci. J'ai de nouveau un petit problème avec mon tableau de bord, mais je vais y arriver. Merci Olga, merci André. Donc on va passer à la partie, j'allais dire un peu plus pratico-pratique, c'est pas forcément vrai, mais voir si tout ce qui a été dit est vrai ou pas. J'espère. Et comment ça a été appliqué par Thomas. Merci Thomas de vous être libéré. Vous êtes franchisé d'une jeune enseigne de la région Auvergne-Rhône-Alpes, hein, qui est située dans la région de Saint-Étienne, qui s'appelle Pizza Così. Je vous laisse nous présenter rapidement Pizza Così, que nous, personnellement, à la CCI, on connaît bien, parce que moi, j'ai rencontré les fondateurs qui sont très sympathiques quand ils avaient 3 unités, je crois. Et maintenant, je crois qu'ils en ont une trentaine, mais je vous laisse nous en dire un petit peu plus, Thomas. Ok, bah merci d'abord Marc de m'avoir invité. Écoutez, Pizza Così, c'est quoi? C'est une enseigne de pizzeria fast good. Qu'est-ce qu'on entend par fast good? C'est vraiment la qualité d'un bon restaurant, accessible en prix et servi aussi rapidement que possible. Donc on se veut avant tout de la restauration rapide, mais de la restauration rapide de qualité. Donc on surfe un petit peu sur la tendance du moment. L'idée initiale des franchiseurs, c'était quand même de dépoussiérer le marché de la franchise sur la partie pizza, parce qu'il y avait des enseignes qui étaient connues, mais qui n'étaient pas reconnues pour la qualité. On avait souvent un des 3 arguments que je vous ai cités, soit la qualité, soit le prix, soit la rapidité. Nous, ce qu'ils ont voulu faire, c'est d'allier les 3. Voilà, donc dans nos pizzerias, vous pouvez consommer sur place, à emporter en livraison. Aujourd'hui, c'est un réseau qui, à fin 2020, a une trentaine d'unités. Il y a plus de 20 signatures sur l'année prochaine, 2021. Donc, on aura des perspectives à 50 points de vente fin 2021. Leur objectif est d'atteindre les 100 points de vente d'ici 3 ans. Aujourd'hui, c'est une franchise qui s'est structurée un petit peu plus que ce que tu as connu, Marc, quand tu les as rencontrés, hein. C'est une franchise qui aujourd'hui donc a 25 franchises, magasins franchises. Alors à l'intérieur de ça, il y a quand même 5 multifranchisés de mémoire, dont je fais partie, et 5 succursales. Voilà. Donc, on précisera tout à l'heure ce que veut dire multifranchisé au cours de l'intervention. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu peux nous préciser ton parcours préalable à la création d'entreprise en franchise? Parce que tout à l'heure, on a évoqué vite fait l'étude de la Banque Populaire sur les franchisés. C'est vrai qu'en moyenne, c'est un franchisé, il a un peu plus de 40 ans, hein, c'est ça, André? Donc, je crois que toi, tu as un tout petit peu moins. Mais d'où tu viens? Comment tu as connu l'enseigne? Ouais, effectivement, moi je suis un petit peu plus jeune. Alors effectivement, je suis plutôt dans le prototype de chez Pizza Così, où c'est des franchisés plutôt jeunes. Bien que depuis 2-3 ans, on a des franchisés un petit peu plus dans le profil de ce qu'ils ont émis. Après, je comprends le pourquoi dont on a des profils un petit peu plus âgés, dans le sens où c'est des personnes qui ont acquis, comme l'a dit André à très juste titre, une expérience et qui sont dans un deuxième des fois on parle de deuxième ou troisième vie professionnelle. C'est des personnes qui sont qui ont un peu plus aguerri et qui vont mettre à profit leur expérience. Moi, j'ai un petit peu fait pareil, mais du coup, j'ai tout de suite en fait été attiré par le commerce. Donc, je suis diplômé d'une école de commerce
sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque j'ai fait l'école de commerce de Clermont-Ferrand. Voilà, à la suite de cette école de commerce, j'ai toujours voulu monter mon commerce, mais j'ai commencé en tant que salarié dans différentes entreprises. J'ai travaillé en grande distribution, qui est une très bonne école. J'ai travaillé chez Auchan et j'ai travaillé chez Système U plus récemment. Donc j'ai fait 4 ans de directeur de supermarché. Et derrière, voilà, j'avais véritablement, moi, ce qui m'a bloqué dans mon dernier poste chez U, c'était cette véritable envie d'être indépendant, puisqu'en plus je bossais pour un indépendant, donc je bossais pour un seul patron. J'avais cette volonté d'ouvrir mon supermarché, chose qui n'était pas possible pour tout un tas de raisons, et notamment financières, qu'a expliqué André, et qui était que j'étais trop jeune et pas assez de fonds propres pour pouvoir prétendre à des montants de financement où là on parle de millions d'euros. Donc c'était quand même compliqué pour moi d'ouvrir un supermarché. Du coup, j'ai commencé à regarder les réseaux de franchise assez rapidement. Et je me suis dit pourquoi pas ouvrir quelque chose de plus petit dans un premier temps, en ayant toujours en tête l'idée que il fallait que je retrouve un niveau, on va dire, qui correspondait à ce sur quoi les postes sur lesquels j'ai terminé, on va dire, quand j'étais en grande distribution, où je gérais sur mon dernier magasin une centaine de collaborateurs. Donc voilà, donc j'ai vraiment voulu me développer en franchise avec pour objectif à moyen long terme de pouvoir ouvrir un deuxième ou une troisième unité. Donc ça a quand même été un élément clé quand Olga ou André disaient tout à l'heure, il faut vraiment se connaître avant de monter son idée de ce qu'on veut se faire, de choix de franchise. Voilà, il faut quand même se connaître et savoir ce qu'on veut faire. Donc moi, j'ai tout de suite su que je voulais gérer des personnes. J'aime beaucoup l'humain et donc j'ai toujours voulu manager et rester dans le management. Donc ça voulait dire pour moi pas avoir une seule structure et voilà, potentiellement multiplier les structures. Voilà, ouais, dis-moi. Non, vas-y, continue. Du coup, comment j'ai choisi l'enseigne Pizza Così, c'était en fait vraiment comme l'a dit André, c'est on va dire c'est plusieurs choses. Première chose, c'est effectivement le choix. Je me suis renseigné hein. Aujourd'hui, voilà, avec Internet, on a quand même des sites qui sont dédiés à ça, qui vont présenter les différentes antennes de franchise avec les différents éléments financiers, avec tout un tas d'informations, on va dire, sur la franchise. Je me suis aussi déplacé au salon de la franchise à Lyon, qui n'a pas pu avoir lieu cette année, mais qui aura lieu l'année prochaine. Voilà, il y en a d'autres gros. Hein. Il y a le salon de la franchise à Paris que je voulais faire cette année, où Pizza Così devait être présent pour la première fois. Ce n'est que partie remise pour l'année prochaine, mais voilà, je pense que ça, c'est des éléments qui sont vraiment importants de faire dans une première étape. Donc moi, j'étais vraiment dans cette première étape-là, de faire des salons en mode vraiment, je prends les informations un petit peu de partout. Voilà. À la base, comme je l'ai dit, mon choix était plutôt porté vers la grande distribution. Et je me suis tourné vers Pizza Così parce que moi je suis originaire de Saint-Étienne et donc plus encore pire, je suis originaire de Sorbier-la-Talaudière, là où est implanté le siège de Pizza Così. Voilà, et donc Florent Mercier et David Sellier, qui sont les deux cofondateurs de base de l'enseigne, et puis par la suite est arrivé Jonathan de Sanctis, mais ils sont originaires de là-bas et du coup j'ai toujours suivi leur parcours depuis qu'ils ont commencé dans leur première pizzeria. Et c'est vrai que j'ai bien suivi l'historique de la franchise et j'ai vu vraiment, il y a 2-3 ans, ils ont vraiment pris un tournant avec, ils ont commencé à avoir vraiment un développement assez important. Donc là, j'ai commencé vraiment à m'y intéresser un peu plus dans le détail. Donc là, j'ai participé à une journée de présentation de l'enseigne au siège. Suivi de 2-3 jours à ma demande, ça par contre, les 2-3 jours d'immersion dans une de leurs succursales. Maintenant, c'est quelque chose qu'ils proposent pas systématiquement, mais quand le candidat le veut, il le propose. Moi, je l'avais déjà demandé en amont.
Voilà. Et je me suis rendu compte que l'enseigne avait, selon moi, un gros potentiel. Tout n'était pas parfait parce que le réseau, il était jeune, hein, donc en développement. Mais on va dire, de par mon expérience en grande distribution et de ce que j'avais vu sur les différents salons, etc., il y avait quand même des indicateurs. Selon moi, j'ai fait ma propre analyse du réseau, on va dire, et il y avait des indicateurs quand même de bonne gestion du réseau, Ok. gestion saine, on va dire. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi le réseau. Dans le choix du réseau, on a compris que tu avais lorgné du côté de Système U, mais pour différentes raisons. Je crois qu'on aura des questions par rapport à ça tout à l'heure. Est-ce que tu as regardé aussi d'autres enseignes dans la restauration rapide, pizzeria, food, où tout de suite c'est la proximité géographique et qui t'a avec Pizza Così, qui t'a intéressé Alors non, donc vas-y, comme j'avais dit, j'étais plutôt sur grande distribution, donc j'ai regardé un petit peu aussi du côté de Carrefour, qui a notamment, alors là on n'est pas sur de la franchise, on est sur de la location-gérance, ce qui est encore un statut différent. Olga, je dis pas de bêtises, mais voilà. Et donc voilà, donc moi ça m'embêtait la location-gérance parce qu'on est quand même beaucoup plus dépendant du entre guillemets du réseau auquel on est affilié. Donc là, vraiment, moi, je voulais acquérir quand même ce statut d'indépendant. J'ai regardé d'autres enseignes, hein, j'ai regardé des enseignes concurrentes, notamment quand j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus sur du food, on va dire de la restauration. Là, j'ai regardé des enseignes concurrentes. Voilà, j'ai fait mon choix après en tout état de cause. J'ai été contacté par Burger King. J'ai regardé, voilà, j'essaye d'être un peu à l'affût aussi sur les réseaux sociaux de ce qu'on peut dire sur les franchises pour me faire ma propre opinion, on va dire. Mais oui, j'en ai regardé d'autres. D'accord. Et vraiment, ce qui a fait l'étincelle Pizza Così, c'est ce qu'a dit précédemment, le modèle économique, les fondateurs, C'est vraiment. les autres franchises. Tu as Alors, rencontré d'autres franchisés aussi? ouais, c'est vraiment un ensemble de choses. Les 2-3 jours d'immersion, ça a été la cerise sur le gâteau, mais en amont, il y avait déjà quand même des gros signes de très bonne gestion. Déjà, le suivi, les franchiseurs étaient suivis par un cabinet expert en développement de réseau. Donc ça donne tout de suite une sécurité pour le franchisé de se dire, voilà, ils sont accompagnés par Franchise Management, qui est très connu sur le développement des réseaux de franchise. C'était très sérieux et notamment en termes de, vu qu'ils étaient en plein développement, la structuration qui a été faite au siège. Ils ont recruté sur des postes clés. On voyait quand même qu'ils essayaient de se structurer, que la répartition des tâches entre les cofondateurs était très saine et était très réfléchie. Donc voilà, des points de vente qui étaient bien tenus. Et puis surtout, dans le discours de Jonathan et de Florent et de David, il y a des valeurs fortes quand même qui étaient également les miennes. Et comme l'a dit Olga, là par contre, c'est plutôt on va dire une alchimie qui se crée ou pas avec le franchiseur. Et là, c'est vrai que eux, effectivement, bon, on est originaire de la même région, donc c'était peut-être plus facile pour moi, mais du coup, ce que j'ai pas dit, c'est que je suis pas le seul dans l'histoire. Hein. On est deux associés sur ma société. C'est vrai. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai également parce que c'est, je pense, très important. Mais en tout cas, mon associé et moi-même, on a vraiment senti des valeurs qui étaient les nôtres, que ce soit le goût pour les bons produits, le suivi des tendances, l'esprit critique, ouverture d'esprit. Ils se remettaient en question moi, j'ai beaucoup aimé Jonathan qui nous a demandé un retour d'expérience quand on a fait les 2-3 jours d'immersion au magasin, de dire vous n'êtes pas du métier, dites-nous ce que vous en pensez, est-ce que vous avez des choses qui vous ont choqué, donc voilà, vraiment cet esprit de start-up, on se développe, on se remet tout le temps en question, et ça c'est des choses où je me suis dit voilà, c'est un réseau qui peut que progresser, et voilà. Et l'esprit start-up, comme tout à l'heure, on a eu des questions d'un ou deux participants au webinaire disant
un jeune réseau, comment on peut s'assurer que ça fonctionne bien. Alors, toi, je crois que tu as ouvert il y a un peu plus d'un an sur Villeurbanne. Faut préciser Ouais, donc c'est ça. effectivement, tu as ouvert sur la région lyonnaise à Villeurbanne et plutôt dans un format centre-ville. Le fait que ce soit un jeune réseau, c'est quelque chose qui, à un moment donné, t'as effleuré ou quand, compte tenu de tout ce que tu nous as dit là, c'est assez dithyrambique, tu t'es dit, bah, peu importe que ce soit un jeune réseau, parce qu'on a des réseaux qui sont historiques dans la pizza. Ouais, bien sûr. Euh, Après, c'est plus moi, je me suis jamais dit que c'était un risque de rejoindre un jeune réseau parce que j'étais pas sur le même type de jeune réseau que ce dont il y a eu des questions tout à l'heure sur des réseaux qui ont un, deux, trois points de vente. Là, je peux comprendre qu'on ait des inquiétudes ou en tout cas des interrogations, pas des inquiétudes, mais en tout cas des interrogations sur un jeune réseau. Moi, quand j'ai rejoint le réseau, c'est vrai que nous, on était quand même assez serein parce qu'on avait plus de points de vente. Et surtout, ben, comme l'a dit Olga, il y a 0 point de vente qui ont fermé chez Pizza Così. Ça, c'est un élément important, je trouve. Quand on commence à avoir une, deux, trois fermetures sur certains réseaux de franchise, faut interroger, pas toujours, voilà, mais interroger sur pourquoi. Ça pose pas enfin, ça fait pas de mal. Nous, il n'y avait pas de fermeture, pas de magasin en difficulté financière. Ça, je me suis intéressé surtout aux magasins qui faisaient peu de chiffre d'affaires. Je me suis interrogé et notamment on a été invité à un événement où il y avait tous les franchisés. On a eu la chance avec mon associé de pouvoir parler avec des franchisés qui faisaient un petit peu moins de chiffre d'affaires et de leur dire comment ça se passe pour vous au niveau financier, etc. Et s'assurer de ça justement. Je pense que c'est important d'avoir quand même ce contact envers les franchisés. Et ce qui a été évoqué tout à l'heure, l'appui du franchiseur, etc., enfin, ça s'est fait comment avec Pizza Così, pardon. Sur Villeurbanne, par exemple, on a des notions de choix de locaux, d'implantation, de zone de chalandise. Vous êtes quasiment en plein centre-ville de Villeurbanne, dans un endroit assez premium, quand même, on va dire. Ça se passe comment? Vous êtes accompagné? Vous aidez à faire l'étude de marché, les relations avec le banquier? Comment ça se Alors, déroule? clairement, ça a été bien précisé par Olga. Ce qui fait on va dire la réussite du modèle franchise, c'est le fait d'être accompagné. Nous aujourd'hui au siège, avant d'avoir signé, on va dire jusqu'à la signature du contrat de franchise, il y a quand même 3 personnes, 3 contacts privilégiés qui nous accompagnent et du début à la fin. Donc jusqu'à la signature du contrat et encore après la signature du contrat, c'est d'autres personnes du réseau qui prennent le relais, mais on est quand même ultra accompagné. Donc on va être accompagné sur la partie administrative par chargé de développement réseau. On va être accompagné. Moi j'ai été accompagné par par 2 des 3 cofondateurs sur des visites de locaux. Voilà, ils se sont déplacés avec moi sur place, ne serait-ce que pour prendre la température, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de l'environnement local, mais pour aussi voir si le local n'était pas survendu sur sur les annonces auxquelles on avait répondu. Après, aujourd'hui, on a un chargé d'expansion qui s'appelle David Badier, qui s'occupe vraiment de sourcer justement ces locaux un peu de partout, d'être au contact quotidien des agences immobilières pour savoir aujourd'hui où est-ce qu'il y a des locaux, combien ils coûtent, est-ce que ça pourrait correspondre à ce que et la franchise veut en termes d'implantation et ce que les franchisés vont vouloir en termes de modèle économique. Donc voilà, il y a quand même, on n'est pas tout seul et c'est ce qui aujourd'hui pour moi fait la grande force de la franchise. On l'a un petit peu évoqué, donc la prochaine actualité, donc pour revenir un petit peu avant sur Pizza Così, tout ce qui est données chiffrées qu'on a évoqué tout à l'heure, la durée du contrat, c'est combien? C'est 5 ans, c'est 7 ans, c'est combien chez Pizza Così? C'est 7 ans. C'est 7 ans.
C'est 7 ans. Droit d'entrée, on est aux alentours des 30 000 euros, 26 700 si mes souvenirs sont bons. Apport personnel, on va dire au minimum 50 000 euros. En fonction du local commercial aussi, bien entendu. Hein. Alors ça, c'est plutôt coût global, fonds de commerce inclus. On va être aux alentours chez nous. Allez, on va dire les moins, ceux qui en ont dépensé le moins, ils étaient aux alentours des 250, 300. Et ceux qui en ont dépensé le plus, dont je suis pas loin de faire partie, sont plutôt aux alentours de 400. Voilà, parce que grande agglomération, donc coût du fonds de commerce un petit peu plus élevé. Ce qui fait la différence, souvent, c'est pas les travaux. Hein. Les travaux, ils ont le même coût que tu sois à Aurillac ou que tu sois Oui, en c'est plein le local centre. commercial qui compte, oui. C'est la Non, rareté, oui. souvent, c'est le local commercial qui compte. Voilà, et donc forcément, sur le local commercial, il y a deux données. Hein, c'est la surface. Plus c'est grand, plus ça coûte cher. Et puis, effectivement, comme tu dis, le coût du fonds de commerce ou de l'emplacement sur ces données-là. Voilà, sur les coûts de la franchise, enveloppe globale, moi, sur le premier magasin à Villeurbanne, 400 000. Sur le deuxième magasin à Lyon 6, on est sur un coût global qui est beaucoup moins élevé, mais parce que j'ai utilisé une partie de la trésorerie qui a été dégagée par le premier magasin. Donc ça aide aussi, parce que derrière, pour se développer, quand le concept il marche, la Banque Populaire qui m'a financé le deuxième magasin, ils ont été beaucoup plus attentifs à quelle trésorerie on avait dégagé sur Villeurbanne et comment on était capable de financer le deuxième magasin. Et en plus, on leur demandait une enveloppe moins élevée que ce qu'on avait pris initialement sur le premier magasin. Donc, ça montrait quand même que la capacité de remboursement, elle était là, quoi. D'accord. Donc, Voilà. ce qui est intéressant dans ton expérience, c'est ça, et ce qui est intéressant dans le monde de la franchise, c'est la capacité à pouvoir ouvrir d'autres unités rapidement, puisque au bout d'un an, un peu plus d'un an d'exploitation, hein, c'est ça, hein, tu es déjà en perspective d'ouvrir une deuxième unité. C'est très certainement plus facile en franchise que si c'était en nom propre. Comment ça se passe? C'est le franchiseur qui vient de voir en disant tiens, on a telle zone, puisqu'on n'a pas évoqué ça tout à l'heure, on a évoqué rapidement, on va dire que quand on est franchisé, on achète une zone d'exclusivité d'exploitation. Donc, toi, je suppose, c'était une partie de Villeurbanne, donc on te dit il y a tel secteur sur Lyon qui est disponible, est-ce que tu es prêt à y aller, ou sinon je mets quelqu'un d'autre? Alors, il n'y a pas du tout on va dire, de pression de la franchise de ce côté-là. Donc effectivement, il y a une zone d'exclusivité. Donc moi, j'avais Villeurbanne en entier parce que dans notre profil initial avec mon associé, on souhaitait ouvrir plusieurs unités. Et donc du coup, on s'était dit Villeurbanne, 13 ou 14e ville française, potentiel aussi gros qu'à Saint-Étienne, où ils avaient 4 ou 5 succursales. On s'est dit voilà que potentiellement il y avait la place pour plusieurs unités. Du coup, comment ça s'est passé? Moi, j'ai regardé un petit peu sur les zones sur lesquelles il était possible d'ouvrir à Villeurbanne. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de cannibalisation avec mon premier point de vente, vu que mon premier point de vente est très central à Villeurbanne. Donc, du coup, on a regardé avec la franchise qui encore on va dire, gage de ce bon accompagnement de Pizza Così. Ils ont des outils aujourd'hui digitaux qu'ils ont développés avec Territoire et Marketing, par exemple, qui est une enseigne qui fait des études de marché. Ils ont développé un outil qui nous permet d'aller voir par rapport à nos critères clés de réussite sur l'enseigne Pizza Così, quelles seraient des cibles potentielles de points de vente. Le territoire de points de vente. Voilà, et donc du coup derrière ça nous aide à aller cibler des zones, et donc du coup on s'est dit proche de Villeurbanne pour rester dans une certaine logique territoriale. Voilà, Lyon 6e, pour ceux qui connaissent un peu Lyon, et c'est collé à Villeurbanne, donc ça nous permettait aussi d'avoir une cohérence en termes de stratégie commerciale et de développement. Et donc du coup on a cherché sur une zone assez large, et derrière, pareil, on est reparti dans le même processus que pour le premier point de vente, recherche de locaux et validation par le franchiseur. Nouveau contrat? Voilà.
Nouveau contrat, nouveau droit d'entrée, et voilà, donc on nouveau droit redémarre. d'entrée. D'accord. Ce qui somme toute, Marc, est d'une certaine logique. Aujourd'hui, c'est vrai que j'entends beaucoup certains me dire t'as repayé des droits d'entrée. Aujourd'hui, non, je repaye des droits d'entrée. C'est totalement logique dans le sens où on m'apporte un savoir-faire, on m'apporte tout un tas de choses sur l'enseigne qui est reconnu, un accompagnement et d'une certaine sorte, c'est aussi juste vis-à-vis des autres personnes parce que je prends une zone de plus à Lyon, donc ça veut dire un potentiel franchisé de moins chez Pizza Cosy sur une zone qui avait été maillée. Qui était dédiée, oui, bien sûr. Voilà, qui était dédiée. Ils ont maillé le territoire lyonnais. Il peut y avoir sur Lyon, il y a aussi cette intelligence-là de ne pas se cannibaliser entre les franchisés. Donc, ils ont vraiment fait un maillage territorial qui fait que normalement, les franchisés ne se cannibalisent pas trop. Je prends une zone de plus, je paye pour cette zone, quoi. C'est tout. Bien sûr. Donc, pour moi, il y a une logique, quoi. Comme on a connu une année quand même très très particulière et que la restauration a été impactée, mais on l'a dit, chez vous un petit peu moins puisque vous faites beaucoup de livraison, du picking, etc. Est-ce que là aussi le réseau, la tête de réseau a eu son importance pendant la crise du Covid, pour vous accompagner sur les postures à prendre, sur l'aspect réglementation, éventuellement aide, si c'était le cas? Alors, je pense, moi, que ça fait partie des gros points forts. Enfin, ça a été encore plus mis en exergue cette année avec la situation. Le rôle du franchiseur et de l'accompagnement qu'il peut apporter à ses franchisés. Je pense qu'on a vu tout là pendant la crise du Covid. On a vu des franchiseurs qui étaient capables d'accompagner vraiment et d'être réactifs et d'accompagner, et d'autres qui l'étaient moins. Chez nous, ce qui a été bien, ce qui a été moins bien, c'est il y a eu une prise de décision collective. Donc ça, j'ai trouvé que c'était super bien en tant que franchiseur. Ils ont vraiment tout de suite été chercher via les moyens numériques comment on pouvait s'appeler et prendre une décision collective de fermer, comme ça a été le cas. Hein. Quand il y a eu les premières annonces d'Emmanuel Macron, on a souhaité, c'était soit tout le réseau fermait, soit tout le réseau restait ouvert. Mais vraiment, on a pris la décision de manière collégiale. Tous les franchisés, un franchisé, une voix. Il n'y avait pas le franchisé qui fait moins de chiffre d'affaires et a plus de voix. Là, c'était un franchisé, une voix. On a tous voté sur qu'est-ce qu'on faisait. On a décidé de fermer quelques semaines, histoire de déjà de pouvoir mettre que le franchiseur puisse nous mettre en place le protocole sanitaire. Mais ça veut quand même dire qu'il y a des personnes qui ont épluché ce qui était décidé au niveau national, etc., voilà, les décrets et compagnie, et qui nous ont mis en place des protocoles sanitaires, qui ont joué leur rôle de franchiseur en allant user de tout leur poids, en disant voilà, moi j'achète pour 30 magasins qui veulent réouvrir, j'achète du gel hydroalcoolique, j'achète des masques, j'achète et je vais le mettre à disposition de mes franchisés. Donc on a été bien accompagnés de ce côté-là. Dernière chose qui a été super de leur part, c'est qu'ils ont dit les gars, on va réouvrir. Ils nous ont dit on prend la décision. À partir du moment où on a décidé, ils ont dit nous, vous savez quoi, on sait pas trop. À l'époque, on savait pas trop comment les clients allaient réagir par rapport à la réouverture des commerces, etc. Surtout que toutes les grandes enseignes avaient fermé. Hein. McDo avait fermé, on avait tous fermé. Donc ils ont dit on va réouvrir nos succursales. Entre guillemets, on va servir de crash test. On réouvre nos succursales. Ça fonctionne. On voit que ça reprend. Ou on voit que le click and collect, les gens, la livraison à domicile, les gens sont pas très réticents, vu qu'à l'époque on entendait tout et son contraire en termes de est-ce que la livraison. Oui, c'était pas clair à l'époque, oui. C'était pas clair à l'époque. On va servir de crash test et on voit au bout d'une semaine ou deux si le chiffre d'affaires il est au rendez-vous. Au bout d'une ou deux semaines, on a vu que le chiffre d'affaires était au rendez-vous. On a dit c'est bien beau, le chiffre d'affaires il est au rendez-vous. Par contre, pareil, le franchiseur il a dit on va écrire un modèle économique en disant si on fait 20% du chiffre d'affaires, si on fait 30%, si on fait 40% de son chiffre d'affaires habituel, est-ce que par rapport à ma situation personnelle de franchisé,
ils nous ont fait un espèce de fichier Excel où on pouvait mettre toutes nos données financières propres au fait qu'on soit indépendant, et on avait chacun des frais fixes et des frais variables, on va dire, différents les uns des autres, qui nous permettaient de savoir, en fonction quel franchisé on était, est-ce ça valait le coup de réouvrir ou pas. Donc, il y a vraiment eu un accompagnement très poussé et assez pointu là-dessus. Ok, le temps passe et on a déjà largement débordé. Il y a un certain nombre de questions que je voudrais poser à toi ou à André ou Olga. J'avais une ou deux petites questions, réponse rapide s'il te plaît. Donc tu sembles être un franchisé plutôt heureux chez Pizza Così. Tu as répondu à tes aspirations d'indépendance, de créateur d'entreprise, de pilotage d'équipe. Est-ce que maintenant que tu as un peu d'expérience, même si c'est récent, au sein de l'enseigne, on voit souvent dans des réseaux de franchise le franchiseur donner des responsabilités à des franchisés sur des commissions, des choses comme ça. Est-ce que tu en es là ou c'est dans les tuyaux ou pas encore, puisque c'est une des caractéristiques de la franchise. Le franchiseur peut donner, pour les gens qui nous écoutent, des responsabilités au sein. Enfin, je pense que André et Olga, vous nous confirmerez au niveau des commissions communication produit, commission éthique, commissions diverses et variées. Est-ce que ça existe chez Pizza Così? Mais comme c'est un jeune réseau, je sais pas. Donc là, ils sont en train de travailler justement sur cet aspect-là, et notamment dans la prise de décision. Ils sont en train de travailler sur comment on va aller chercher des franchisés de différentes zones, de différents formats, qu'on va inclure dans nos prises de décision. Donc par exemple, moi on est très friand à Villeurbanne. Les clients de Villeurbanne sont très friands des plateformes et de Uber Eats. On est le plus gros faiseur de chiffre d'affaires du réseau sur les plateformes. Donc c'est vrai que je suis très très souvent interrogé là-dessus, ce qui paraît normal, mais qui en tout cas on est très souvent interrogé. Ce qui fait la force de ce réseau, c'est qu'on est très souvent interrogé, mais on n'est pas encore responsable, on va dire, de quelque chose en particulier, comme ça peut être beaucoup le cas. Moi, j'ai beaucoup connu ça chez Système U. D'accord. Merci. Je vais passer aux questions des auditeurs, j'allais dire, mais des gens qui suivent notre webinaire. On a Christophe qui nous demandait à quel niveau se situe la rémunération d'un franchisé dans la rentabilité de l'unité de la pizzeria. Alors, je ne sais pas si tu es en capacité de répondre, ou de plusieurs unités lorsqu'on passe en multisite. Alors, tout dépend des profils. Moi, j'ai eu la chance, tout dépend des profils et tout dépend de qu'est-ce qu'on entend par niveau de rémunération, qu'est-ce qu'on considère comme un niveau de rémunération important. En fait, c'est comment on va s'investir dans son point de vente. C'est-à-dire que moi, j'avais tout de suite une perspective où je voulais être multifranchisé, donc j'ai pas lésiné sur les moyens et notamment sur le ratio. On va dire que en tant que franchisé, on a la main sur deux ratios qui sont la marge et les frais de personnel, qui sont les deux plus gros indicateurs clés de performance qui vont faire en sorte que le business il marche ou il marche pas. Moi, sur les frais de personnel, j'ai toujours été sur des indicateurs, on va dire, un peu plus élevés que ce que préconisait la franchise, parce que je voulais tout de suite me sortir de mon point de vente, être là en plus pour faire du quali service et surperformer sur ce point de vente pour pouvoir en ouvrir un second. Demain, le mec qui veut économiser en frais de personnel, il embauche une personne de moins et il sort le salaire supplémentaire de ce qui dégage pas. Donc, tu vois, tout est une question en fait de comment tu vas organiser ton business à l'intérieur de ça. Ok. Quelques questions concernant ton expérience chez U. Réponse rapide, deux personnes se demandent est-ce que U n'a pas essayé de vous aider en fonds propres et en consolidant les fonds propres pour essayer d'ouvrir un supermarché, mais on sait que ça coûte relativement cher. Alors, le profil chez U de l'associé type, puisque eux, ils parlent d'associé, puisque c'est une coopérative. Donc, le profil type, il est beaucoup plus dans ce qu'a évoqué André. C'est beaucoup plus âgé, beaucoup plus expérimenté, avec beaucoup plus de fonds propres. Ils peuvent faire un apport en fonds propres, mais comme l'a dit également à juste titre André, ils considèrent quand même que
il faut avoir un certain apport pour être sûr quand même, parce que en général, c'est des structures quand même qui sont voilà, on est sur des montants, on parle de millions d'euros, on parle pas de milliers d'euros. Estelle nous demande au début de Pizza Cosy quelle était la redevance et les droits d'entrée. En général, ça bouge pas trop, ça. Elle pose la question à la bonne personne parce que j'ai 2 contrats et j'ai deux rémunérations différentes. Donc effectivement, l'année dernière, Pizza Cosy, c'est un réseau qui s'est développé. Donc c'est un réseau où il y a plus de professionnalisme maintenant, il y a plus de personnes qui travaillent au siège. Quand je suis rentré, il y avait une vingtaine de personnes. Aujourd'hui, il y en a 30. Donc ça a un coût. Comme j'ai dit, les frais de personnel en France, c'est un des postes les plus importants sur toute entreprise. Et donc aujourd'hui, les royalties, on est à 4% du chiffre d'affaires et 2% de redevances de communication nationale. Donc ça fait 6 au total, 6% hors taxe, du chiffre d'affaires hors taxe. Et quand je suis rentré chez Pizza Cosy, c'était 2 et 2. Donc voilà, il y a 2% qui sont perdus dans la bataille entre mes 2 contrats de franchise, mais c'est super parce que quand je vois le réseau se développer, ça se justifie. Ça se justifie. D'accord. Une question peut-être plus pour André et ou Olga. Si on reprend en couple, est-ce que le prêt d'honneur peut être multiplié par 2 ainsi que les prêts à taux zéro? André? Alors, sur les prêts à taux zéro, enfin, à la Banque Populaire, non, c'est par dossier. Sur les prêts d'honneur, je ne sais pas, Olga, si tu as la réponse, je pense que c'est pareil. Prêt d'honneur, c'est souvent par projet, donc c'est pas par individu. Ouais, pareil. Nous, on a eu par projet, nous. On a eu pour le projet de Villeurbanne, c'était pas par personne, on n'a pas eu par personne. Christophe, par contre, pour les aides type Pôle emploi, là, c'est bien par personne. Bien par personne. Christophe nous demande, dans le cadre d'une ouverture d'une franchise qui n'obtiendrait pas les résultats escomptés la première année par le franchisé ou le franchiseur type Kidazoli prévoit-il dans son DIP un accompagnement via une neutralisation des redevances par exemple? Je sais pas, Olga, par rapport à ton expérience. Alors, le franchiseur, il va vous proposer donc un concept avec un savoir-faire qui va dupliquer. Par contre, après, c'est vous qui avez cette réussite entre vos mains. Si on vous donne la recette et que vous l'appliquez mal et que du coup ça donne pas le résultat escompté, le franchiseur entre guillemets il y est pour rien. Bon, ça c'est, je dirais, le principe de base. Après, si on rentre plus dans le détail, déjà le franchiseur, si vous réussissez, il réussit. Hein. Les redevances, les royalties dont on parle, elles sont basées sur le chiffre d'affaires. Donc, si vous n'avez pas atteint les objectifs de chiffre d'affaires, ça veut dire que lui, il n'a pas atteint non plus l'objectif de redevances ou de royalties qu'il espérait que vous alliez lui verser. Donc, il est quand même lié à votre réussite. Donc, il a plutôt intérêt à ce que vous réussissiez. Si vous avez tout bien fait comme il faut, etc., et que malgré tout, vous n'avez pas atteint, je dirais, les objectifs, il va peut-être vous accompagner, vous coacher, vous donner des conseils, vous aider à progresser. Mais encore une fois, vous êtes indépendant, vous êtes chez vous. Donc, il n'a pas à vous subventionner, je dirais. Il est lié à votre réussite par le jeu des redevances qui sont proportionnelles à votre chiffre d'affaires. Mais moi, sauf des cas vraiment exceptionnels. Par exemple, pendant la crise sanitaire, j'ai eu des réseaux qui ont abandonné leurs royalties parce que c'était une façon d'aider leurs franchisés qui étaient fermés, qui avaient des contraintes sanitaires importantes, c'était des coûts aussi. Donc voilà, ça c'était des situations exceptionnelles où le franchiseur a fait des gestes. Mais fondamentalement, il vous donne les clés de la réussite, c'est vous qui les appliquez et vous êtes responsable de votre réussite ou de votre échec. Ok, merci. Et j'ai une question concernant Pizza Cosy d'Estelle. Alors, je comprends, y a-t-il des commerciaux expérimentés chez Pizza Cosy? Alors, je comprends pas trop la question. Est-ce que c'est en termes de profil franchisé, etc. Je sais pas. Est-ce qu'il y a un profil Je la comprends. Non, mais je la comprends la question différemment de toi, Marc. Mais alors nous, il y a une centrale d'achat. Donc aujourd'hui, il y a des personnes qui s'occupent et qui sont dédiées aux achats et qui vont nous faire bénéficier de prix et de tarifs avantageux. Ça fait partie d'un des avantages de la franchise. Après, est-ce qu'il y a des profils commerciaux? On peut la comprendre différemment, la question. On va dire, il y a des profils qui sont un petit peu plus, je sais pas,
de mémoire dans tous les franchisés, ouais, c'est plutôt, il y a divers parcours. Il n'y a pas forcément plus un profil qu'un autre. Ouais. D'accord. Et une question de Claude, est-ce que les objectifs sont fixés par le franchiseur ou le franchisé? Et déjà, y a-t-il des objectifs? Puisque on est indépendant. Chez Pizza Cosy ou ailleurs. Non, il y a deux choses différentes. Il y a les objectifs du franchisé et les objectifs du franchiseur. Alors, lui, le franchiseur, bien évidemment qu'il a envie de se développer. Je les ai d'ailleurs donnés au début dans la présentation de l'enseigne. Le franchiseur, nous, il nous donne des perspectives en disant, nous, on veut ouvrir tant de points de vente à horizon 2021, à horizon 2022. Voilà. Après, le franchisé, lui, il est indépendant, comme elle a dit Olga. Il se donne ses propres objectifs, on va dire. Moi, parfois, ce que je vois, mais c'est une clause que moi, il ne me met pas à l'aise, c'est des clauses d'objectifs dans les contrats où le franchiseur prévoit. C'est une discussion au moment de la signature du contrat où le franchiseur et le franchisé se mettent d'accord sur un objectif de chiffre d'affaires année 1, année 2, année 3, année 4. Et si le chiffre d'affaires n'est pas atteint, il y a souvent une sanction derrière qui est la rupture du contrat de franchise. Elle existe, cette clause. Je ne vais pas vous le cacher. Personnellement, elle me met mal à l'aise parce que je pense que le franchisé doit rester indépendant. Alors, je le comprends, côté franchiseur, c'est une façon de dire on ne va pas concéder un territoire et prendre le risque qu'il soit sous-exploité par le franchisé. Mais moi, je trouve que la relation de confiance, la relation d'indépendance qu'il doit avoir entre les parties, cette clause, elle la met à mal. Et bon, si vous avez ça dans votre contrat, moi, elle me met mal à l'aise, cette clause. Faut plutôt préférer les clauses de type suivi de la franchise avec notation de respect de concept, etc., qui est un gage entre guillemets de réussite. Tout à fait. Voilà, merci à vous trois. Quelques éléments encore pour l'auditoire. On a largement dépassé le temps imparti. J'ai mis sur le slide un certain nombre d'informations pour vous, porteurs de projets en franchise. Alors, sur la première colonne, c'est quand même une colonne sur laquelle nous sommes un peu amers, tous les professionnels de la franchise, pour vous renseigner sur les concepts, les franchiseurs, etc. Il y a un certain nombre de salons. On a parlé tout à l'heure du salon Forum Franchise Lyon qui n'a pas pu avoir lieu en 2020 et du salon Franchise Expo à Paris qui lui aussi n'a malheureusement pas pu avoir lieu sur cette année 2020. On espère que ces deux grandes manifestations sur la franchise pourront se dérouler et nous allons tout faire pour sur 2021. Après, dans vos accompagnements, j'ai listé ici un certain nombre d'outils de prestations que nous pouvons vous proposer. La première rencontre de la franchise, ce que nous organisons régulièrement des rencontres entre porteurs de projets et réseaux de franchise qui souhaitent se développer. Donc, par exemple, ce jeudi, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez vous rendre sur le site de la CCI Lyon Métropole. Il y a une rencontre de la franchise avec un jeune réseau qui s'appelle Comptoir de Campagne qui se développe. Et Comptoir de Campagne présentera jeudi matin les conditions d'accès à son réseau. Nous faisons un certain nombre de rendez-vous individuels sur tous les aspects de la création d'entreprises en franchise. On a abordé tout à l'heure le volet études de marché. Nous, chez nous, à la CCI, vous avez possibilité de faire des études de marché relatives à l'implantation et vous pouvez vous autodiagnostiquer sur le site de la CCI. La franchise, ça intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de médias qui sont spécialisés dans la franchise, dans l'observation des réseaux, dans la mise en relation entre franchiseurs en franchisés, et puis toute l'évolution, on va dire, de la réglementation, de la législation, etc. Donc, j'en ai listé un certain nombre ici, donc 5 en tout cas, avec lesquels nous sommes en partenariat. On peut que vous inciter à aller sur ces sites et à vous inscrire sur les newsletters de ces sites qui vous pousseront des informations sur la franchise. Et enfin, on rappelle ici nos partenaires experts que sont Fiducial, Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes et la Fédération française de la franchise. Cette réunion est aussi cofinancée par
l'Union européenne dans le cadre du fonds FEDER. Et je vous mets ici, vous êtes en capacité, voilà, les contacts de chacun, d'Olga, André Millard ou moi-même, si vous souhaitez avoir des questions. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour votre attention. Merci Olga, merci André, merci Thomas d'avoir passé cet après-midi franchise avec nous, et j'espère que tous nos auditeurs auront les réponses à leurs questions, en tout cas qu'ils n'hésitent pas à revenir vers nous. Et encore une fois, pour rappel, le webinaire sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI Lyon Métropole sous 48 heures. Voilà, merci à tous et à bientôt. Merci. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir.